Donc merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Bienvenue, marhaba bikoum. Et je donne la parole à Monsieur Samir Toumi qui va se mettre avec Olivier Hamon sur scène. Merci, Texa. Bienvenue, marhaba bikoum. Merci Karim. Je vous rassure, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, je ne connais rien à l'Anthropocène, encore moins que Karim, parce que je crois que j'ai moins bien travaillé que toi. Et donc, je n'ai pas suffisamment spoilé, me laissant le plaisir de la découverte avec Olivier Hamon. Alors, juste avant de vous dire pourquoi Olivier est là, parce que je pense que c'est important de savoir, il n'est pas là par hasard. Je vais juste rapidement vous le présenter. Alors je suis désolé, j'ai été obligé de prendre des notes parce qu'il a un CV qui est tellement long. Il n'a pas l'air comme ça, mais je ne peux pas tout retenir. Donc je vais dire que quelques points. D'abord, Olivier Hamon, la première fois qu'on m'a parlé de lui, on m'a dit c'est un des grands spécialistes de ce qu'on appelle l'anthropocène. Et évidemment, j'ai dit qu'est-ce que anthropophagie, je connais, mais anthropocène, je ne connais pas. Donc j'imagine que comme beaucoup d'entre vous, c'est un terme que j'ai découvert. Donc, j'ai très hâte de savoir ce que c'est. Et en regardant un peu la bio, déjà, on apprend que Olivier est chercheur au laboratoire, donc directeur de recherche au laboratoire de reproduction et développement des plantes. Ça veut dire qu'à la base, tu es biologiste à Normale Sup Lyon, donc l'école normale supérieure de Lyon. Et en fait, ta discipline est à la frontière de la biologie, la physique, la modélisation informatique. Et donc, tu as publié pas grand-chose, juste à peu près 80 articles scientifiques, c'est pas beaucoup, hein, notamment sur la forme des plantes, la biophysique et autres. Et tu as obtenu quelques petits prix, dont les lauriers du jeune chercheur de l'INRA, le prix du magazine La Recherche, le prix Boileau, Paul Doiteau et Émile Bluté de l'Académie des sciences, le prix de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, etc., etc. Donc, pas grand-chose. Et tu es également chercheur invité à l'Université de Cambridge et à l'Université de Kumamoto au Japon. Voilà. Et surtout, tu essayes de travailler sur en fait, l'anthropocène, c'est-à-dire cette relation que l'humanité aujourd'hui entretient à la nature, dans le cadre du collectif Anthropocène, ce que tu appelles l'école de l'Anthropocène, donc avec l'école normale supérieure de Lyon et l'institut bien connu qui est l'institut Michel Serres. Alors, ça veut dire que, bon, normalement, tu as toute légitimité à parler de ce sujet. Mais qu'est-ce qui fait que Olivier est là aujourd'hui en face de vous? Et là, je vais parler de la personne. En fait, je vous explique. Donc, comme l'a dit Karim, que je remercie d'ailleurs vivement, je dirais un mot pour l'ESA et les conférences de l'excellence tout à l'heure, parce que vraiment, je remercie la réactivité. En fait, donc, comme l'a dit Karim, moi, je m'occupe je fais partie d'une association qui s'appelle l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Je suis ravi de vous en parler là aujourd'hui à l'ESA, parce que vous allez voir que ça vous concerne directement. L'APM est une association qui existe depuis les années 70, qui existe dans 35 pays, et c'est un réseau de dirigeants francophones qui a été créé à l'époque par un dirigeant qui s'appelait Pierre Bellon, qui était le patron du multinational qui s'appelle Sodexo. Et son problème à l'époque, c'était de dire comment est-ce que je peux briser la solitude que j'ai en tant que dirigeant? Comment est-ce que je peux me challenger? Comment est-ce que je peux sortir des networks business et autres, mais pour réfléchir, pour comprendre le monde dans lequel je suis, pour débattre avec d'autres dirigeants de ma propre pratique et de savoir un peu où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je conduis cette énorme entreprise. Et donc l'idée, ça a été de créer l'APM. Et l'APM, c'est un principe donc, qui regroupe des clubs. Donc l'APM est présente dans 35 pays. Donc il y a un club en Algérie, il y a un club en Tunisie, il y a 2 clubs au Maroc, beaucoup de clubs en Asie, beaucoup en Europe, de plus en plus en Afrique. Et le principe, c'est que le club réunit à peu près 20 à 25 dirigeants. Et ces dirigeants se réunissent autour d'une expertise. Donc c'est un expert qui vient chaque mois pour parler d'une thématique. Ça peut être des thématiques en lien direct avec le management, mais c'est aussi des thématiques autour de la géopolitique, ça peut être la thématique autour de la musique, ça peut être des choses autour de l'art, ça peut être des choses autour de la sociologie et également de l'anthropocène. Et donc en fait, l'APM s'appuie sur un réseau de plus de 400... Alors il y a plus de 8000 dirigeants, il y a plus de 400 experts, comme Olivier qui est intellectuel. Donc en fait, moi j'ai la charge de monter un peu le programme pédagogique et donc j'invite Olivier pour venir. Donc demain, il interviendra dans mon club comme expert. Donc ça dure à peu près 6 heures. Voilà. Et donc Olivier, depuis quelques années, ça fait combien de temps?
Ça fait 2 ans, donc voilà. Donc il intervient dans les clubs de la paix. Et alors c'est là que ça devient intéressant. Et là je reviens à la personne d'Olivier. Olivier me dit, écoute, moi quand je voyage dans un pays, tant que je suis là, je profite de l'occasion pour voir si ça peut intéresser des étudiants, des associations, des personnes qui pourraient être intéressées par la thématique de l'Anthropocène. Et je suis prêt à faire des conférences à titre bénévole pour les étudiants, tant que je suis là et tant que je suis de passage. Alors on pourrait faire du tourisme parce que c'est sympa, j'ai découvre, mais voilà, il a la gentillesse de consacrer son temps pour pouvoir faire ça. Et j'en ai donc parlé à Elisa. Et Elisa, je remercie Karim et son équipe. Ils ont été vraiment donc, à la minute même réalistes, donc je ne savais pas que tu étais pour dire écoute, on prend. L'autre bonne nouvelle, c'est que le 6 juin, après-demain, il intervient aussi au niveau de l'école polytechnique d'Alger. Après, j'ai décidé de le laisser un peu tranquille, il faut quand même qu'il se repose et qu'il se promène un peu. Donc vraiment, Olivier, merci infiniment de ton initiative. Je pense qu'on va tous profiter hors du petit club ATR. D'autres personnes pourront découvrir ça. Et puis je voudrais aussi vraiment remercier infiniment l'équipe de l'ESA pour sa réactivité, pour l'enthousiasme pour lequel ils ont fait preuve dans l'invitation. Voilà, et surtout pour la magnifique affiche qui a été faite, et bien sûr Alice et donc ton agence sur cette belle initiative. Voilà, je vais me taire, je crois que j'étais un peu long. Maintenant, je te laisse la parole. Merci Samir et merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est aussi la première fois que je viens en Algérie, même au Maghreb. Donc je découvre tout là et je suis sous le charme. Alors je vais en effet vous parler un petit peu de cette histoire de bio-inspiration liée à l'entreprise, mais en prenant un petit peu de recul, voire même beaucoup de recul. Et donc je vais essayer de vous emmener un petit peu dans ce monde-là de la bio-inspiration. Alors j'ai juste une petite photo quand même pour vous montrer d'où je viens. Donc là, je travaille dans un laboratoire qui travaille sur les plantes. Alors du coup, on a des serres. Voilà. Je ne vais pas trop vous parler de mon sujet de recherche particulier. Mais sinon, je suis directeur de l'Institut Michel Serres, donc Michel Serres qui est là. Donc si vous ne connaissez pas Michel Serres, c'est un peu un philosophe du terroir et des techniques, j'ai envie de dire ça. Et donc voilà, on travaille dans cet institut, c'est plutôt un think tank qui travaille sur la pénurie des ressources, la question environnementale, le contrat naturel. Si vous avez vu ce livre, c'est un petit peu une suite purement des choses opérationnelles. Mais je ne vais pas trop quand même vous raconter cette histoire. Alors je commence avec une définition, parce que souvent quand on parle de quelque chose, on peut passer beaucoup de temps à discuter de quelque chose. Si on n'est pas d'accord sur les définitions, on est un peu à côté, donc du coup je préfère avoir une petite diapo comme ça, juste avec un mot-clé qui est le mot performance, qui est un concept qu'on utilise beaucoup. Donc je vous donne ma définition, qui est un peu la définition standard du contrôleur de gestion. Bon, après il y a des variantes, mais voilà, je vous donne cette définition-là. Donc pour moi, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc efficacité, c'est atteindre son objectif, et efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand je parle de performance, c'est de ça que je parle. Voilà. C'est juste pour qu'on soit d'accord. Alors pourquoi je vous parle de performance? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et depuis déjà pas mal d'années, nous sommes dans l'ère de la performance. C'est vraiment ce qui domine partout. On essaie d'être performant dans tous les secteurs. Du coup, je vais rentrer dedans. Donc, du coup, on est un petit peu dans l'ère de la performance, des gains de performance, et donc dans l'ère du contrôle et de l'optimisation. Ça, je pense que c'est assez intuitif. Il suffit juste de regarder autour de vous, dans la vie de tous les jours. C'est une valeur qui est vraiment très forte aujourd'hui. Et qui est de plus en plus forte. Alors, juste pour un petit peu l'illustrer, là, par exemple, je prends un quartier vers chez moi, à Lyon, mais ça marche dans toutes les villes, c'est œcuménique. Donc voilà, l'urbanisme, par exemple, c'est souvent des problématiques d'optimisation, de contrôle. Alors, vous allez me dire, bon, sur le bâti, c'est assez clair, mais c'est vrai aussi pour le vivant. Là, ici, vous avez un élevage industriel de poules. Donc, vous voyez, on a bien optimisé aussi la faune, très clairement, les animaux. C'est vrai aussi pour les plantes dans le paysage. Vous voyez, un petit peu, les paysages sont optimisés, sont sous le contrôle des humains. Alors, j'ai une petite photo pour l'Algérie. On a aussi la même chose ici. Là, c'est les cultures de pommes de terre. Donc, ils sont aussi optimisés. Donc là, il n'y a pas de problème d'espace, il y a des problèmes d'eau. Donc, du coup, voilà, on a une autre forme
d'organisation. Alors tout ça c'est très bien, ça a fait en fait beaucoup de... Le progrès humain en fait est beaucoup animé par cette performance. On peut penser à des gains au niveau médicaux, au niveau des famines, etc. Enfin, donc il y a eu vraiment des effets positifs. Mais en fait le problème de la performance, c'est qu'elle a tendance à s'auto-justifier et à être positive par défaut. On pense que quand on est performant, c'est très bien. Et du coup, c'est ça que je voudrais questionner aujourd'hui avec l'éclairage du vivant. Alors, juste pour rentrer dedans, déjà, la première chose, c'est que la performance, elle peut être contre-productive. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien vu. Alors, il y a un exemple assez récent, donc ça c'était en 2021, là, le fameux blocage du canal de Suez. Donc là, vous voyez deux performances qui se rentrent l'une dans l'autre. Donc il y a une première performance, c'est qu'on met des énormes bateaux avec des porte-conteneurs pour transporter le maximum de biens. Donc c'est de la performance, efficacité, efficience. Dans un canal qu'on a creusé pour être performant, on met les deux ensemble et ça bloque le canal. Vous voyez, donc du coup, en fait, on bloque assez rapidement. Donc en fait, quand on est performant, rapidement, on fragilise le système. Si vous voulez retenir une phrase, c'est l'optimisation fragilise. Alors, on peut le dire aussi comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, le monde est complexe. Ça peut être un petit peu toute cette pelote de laine, là, avec toutes ces couleurs, toutes ces textures, toutes ces fibres. Et on a tendance à réduire les problèmes à des petits problèmes qu'on peut gérer. Et du coup, on va trouver une solution pour ce problème-là, mais par contre, il va y avoir des effets collatéraux pour tous les autres problèmes. Donc c'est pour ça que quand je dis, on voit le monde à travers le chat d'une aiguille, parce qu'en fait, on a une approche réductionniste, en général. C'est toujours en général, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est souvent ça. Et la performance a tendance à nous pousser à ça. Parce que si on veut être efficace et efficient, il faut que le problème soit circonscrit. Et du coup, ça a tendance à rendre le problème plus réduit et du coup à créer d'autres problèmes. Donc ça, c'est une première critique, si vous voulez, de la performance. Il y a un deuxième aspect sur la critique de la performance qui est l'effet rebond. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très très bien établi et pourtant qu'on prend très rarement en compte. Alors l'effet rebond, c'est quoi ? On essaye d'être plus efficient, par exemple, on essaie de créer des objets qui consomment moins d'énergie, en se disant que c'est très bien qu'ils consomment moins d'énergie, parce que comme ça va consommer moins de ressources, ça aura moins d'impact environnemental, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, par unité, c'est plus efficient, mais quand on a des objets qui sont plus efficients, ils sont plus attractifs, ils écrasent les autres technologies, et au final, ça consomme plus de ressources, parce qu'en fait, on a plus d'unités. Alors là, je prends l'exemple des frigos, mais ça marche pour tout, Vous pouvez prendre à peu près tous les objets qui vous entourent. Les frigos, donc il n'y en avait pas beaucoup dans les années 60, et ils n'étaient pas très efficients. On a augmenté l'efficience des frigos, des réfrigérateurs. Et donc on pourrait se dire, du coup on a consommé moins de ressources puisqu'ils sont plus efficients. Non, en fait, parce qu'on a acheté maintenant des caves à vin, on met des frigos à tous les étages de la maison, on met de la clim un peu partout, et donc au final, on consomme plus de ressources. Donc en général, les gains d'efficience ne font pas gagner d'économie de ressources. En général, ça augmente la quantité de ressources, la consommation de ressources. Et le troisième critique qu'on peut faire à la performance, c'est la fameuse loi de Goodhart, qui dit ça, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. En fait, c'est cette idée que si vous commencez à noter quelque chose, à classer quelque chose, et dire ça c'est le plus performant, en général, ça va créer des effets contre-productifs assez rapidement. Alors là, vous voyez, c'est les anneaux olympiques qui ont été un peu retravaillés par un artiste sous forme d'un petit peu de chimie, si vous voulez, ou de pharmacie. Donc c'est pour mettre en jeu le dopage. Mais vous voyez, c'est un petit peu là aussi, vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça. Donc les notes à l'école, par exemple, les notes à l'école, on est censé dire que c'est pour aider les enfants à être éduqués, savoir où ils en sont. En fait, ça pousse à la triche, ça pousse les parents à faire des choses qu'ils ne devraient peut-être pas faire pour aider leurs enfants, etc. Bon, ça c'est les notes à l'école. Les agences de notation, c'est pareil, c'est un peu la même idée. La compétition sportive, donc c'est ça, c'est l'idée du dopage, des paris financiers, etc. Donc en fait, on ne fait plus du tout du sport. Plus on performe et plus en fait on veut performer, ça s'auto-justifie et finalement on oublie pourquoi on fait ça. En fait, c'est plus une question de sport à la fin. Le classement de Shanghai, ça c'est pour les chercheurs, c'est pareil pour nous en sciences, on a un facteur H, chaque chercheur a un facteur H. Les journaux ont des facteurs d'impact, donc tout ça c'est bien noté. Voilà, il y a aussi une question de performance. Et ce qui se passe, c'est que ça pousse les chercheurs à aller trop vite au résultat, à être hyper performants et donc de publier des choses qui sont plus fragiles, qui sont moins robustes.
Pendant la période Covid, ça a été un festival. Je pense que vous avez bien vu que la science était très fébrile. Et ben, c'est entre autres à cause de la loi de Goodhart. Donc voilà, donc ça c'est 3 critiques qui n'ont rien à voir avec la biologie, mais qui déjà disent un petit peu que cette idée de la performance nécessairement positive, faut quand même se méfier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être performant, mais il y a quand même il y a des soucis avec la performance. Alors après, il y a un autre aspect, c'est que cette performance très forte, qui est une valeur si forte chez nous, elle a un impact sur l'environnement, sur notre environnement naturel. Donc c'est là-dessus que je voudrais insister surtout. Alors je voudrais rentrer dans cette question-là avec un artiste chinois qui s'appelle Yongliang Yang. Donc là, vous voyez, de loin, vous voyez, c'est des peintures un peu montage qui ressemblent à des paysages classiques du XVIe siècle. Voilà. Mais bon, probablement que vous voyez déjà que ça cloche un petit peu dans ce paysage. Il y a des petits objets là. Alors je vais faire un petit zoom. Et donc vous voyez en fait tout le paysage, donc les montagnes, ce sont que des immeubles empilés les uns sur les autres. Il y a des grues, il y a des puits de pétrole, il y a des chantiers. Donc c'est un paysage culturel. Il n'y a plus rien de naturel dans ce paysage. Et donc ça en fait, alors évidemment c'est une vision d'artiste, mais c'est un petit peu une image du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est tellement performant qu'aujourd'hui, il n'y a plus 1 mètre carré de la surface de la Terre qui ne porte pas l'empreinte de l'homme. Et donc c'est un petit peu ça l'Anthropocène, la première entrée dans l'Anthropocène, c'est cette époque, l'âge des humains, où l'humain est omniprésent sur Terre. Alors quand je dis qu'il n'y a pas 1 mètre carré, peut-être que ça vous surprend quand même, parce que bon, en ville on comprend bien, dans les champs on comprend bien. Alors je peux vous donner 2 exemples. Un exemple local, c'est les essais atomiques aériens qui ont été faits dans le désert du Sahara et ailleurs, aux États-Unis, etc. Bon, ça brasse des particules dans l'atmosphère qui se redéposent périodiquement. Donc en Europe, là, on a eu un ciel orange, c'était il y a quelques mois. Donc c'était le vent du Sahara. Il y a des gens qui ont mesuré ce qu'il y avait dans ces nuages. On a détecté des particules radioactives, des isotopes des essais atomiques français dans le Sahara. Et donc ça se redépose dans les Alpes, voilà. Donc, vous voyez, donc ça, après c'est à des doses tellement infimes qu'il n'y a pas de danger, mais c'est juste pour dire qu'il y a des traces comme ça des humains. L'autre exemple, qui est assez symbolique quand même de ce que c'est l'Anthropocène, c'est qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a plus d'eau sans plastique. Ça n'existe plus. De l'eau sans plastique, on en trouve dans les aquifères fossiles et dans l'eau congelée au pôle. Tout le reste, il y a du plastique. Il y a 2 microfibres de plastique par demi-litre d'eau. C'est ça en moyenne. Donc ça, c'est l'époque dans laquelle on est. Donc en fait, cette peinture peut vous paraître un petit peu absurde. Finalement, on n'en est pas très loin. En fait, le concept de nature n'existe plus. Si vous voulez, la nature n'existe plus, puisqu'elle est complètement été transformée par l'humain à des degrés divers, mais de façon assez massive. Alors c'est là-dessus que je voudrais quand même insister un tout petit peu. Parce que cette idée de performance, elle a eu un impact très fort sur l'environnement. Alors, il y a ces courbes qui le montrent assez bien. Donc, ça, c'est le travail de Will Stephen. Alors, juste pour dire un mot, ces histoires-là, des changements globaux, des changements environnementaux, de la crise environnementale, c'est le sujet dominant en science aujourd'hui. Et ça, c'était pas arrivé depuis le 19e siècle et la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, ça vous dit qu'il y a un sujet, il y a un gros sujet. Alors, notamment donc l'équipe de Will Stephen. Donc tout ce que je vous présente, c'est du consensus scientifique. Il n'y a pas trop de discussion. Donc ça, c'est des facteurs, on va dire des paramètres socio-économiques qu'ils ont mis sur un graphe depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui vous frappe, j'imagine, dans ces courbes. Vous voyez, c'est des paramètres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Large dams, donc c'est les barrages, l'eau, le papier, les transports. Donc vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, toutes ces courbes se ressemblent. C'est assez frappant. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes, mais c'est grosso modo la même forme. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les chercheurs. Il y a 2 choses. C'est le fait que tout évolue de la même façon et qu'il y a un point d'inflexion en 1950, à chaque fois. Donc il s'est passé quelque chose en 1950, ça a décollé, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Alors, dans le titre, vous voyez, j'ai mis le mot bifurcation. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous montrez ces courbes-là à un mathématicien, par exemple, un analyste des systèmes, et vous arrivez et vous dites, voilà, moi j'ai un système, il se comporte comme ça. Je prends n'importe quel paramètre et ça part en flèche. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, le mathématicien, il va vous dire, c'est une bifurcation. C'est ça le terme technique.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'avant 1950, on était dans un certain régime, et après 1950, on est dans un autre régime, mais qui du coup n'a rien à voir. Et avant 1950, c'est depuis le néolithique. C'est les 10 derniers milliers d'années. Donc c'est ça qui est le hiatus, c'est là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en 2022, le ciel est bleu, les arbres sont verts, donc on voit pas, le monde n'a pas l'air d'avoir changé. Le monde est différent aujourd'hui. Dans nos têtes, nous avons une tradition, une culture qui est grosso modo la même qu'avant 1950, et pourtant, le monde a changé. Donc c'est ça qui pose question. C'est qu'en fait, cette performance, elle nous a amené là. Alors là, vous allez me dire, bon, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement, là, parce que c'est les transports, c'est le papier. Alors évidemment que si on fait tout ça, les humains, il y a des impacts sur l'environnement, et donc il y a les mêmes courbes pour des paramètres plutôt liés à la nature, ou en tout cas aux êtres vivants. Et vous voyez, alors les courbes ne sont pas exactement, elles sont un peu plus bruitées, hein, c'est un peu plus le bazar, hein, ça c'est la biologie, hein, c'est toujours un peu plus bruité, mais c'est grosso modo la même tendance. Vous voyez, à partir de 1950, notre environnement a changé également. Juste pour vous donner un exemple, les océans sont aussi acides aujourd'hui qu'il y a 14 millions d'années. Et ça, on l'a fait en 200 ans. Donc c'est radical. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, hein, le ciel est bleu, les arbres sont verts, mais notre environnement a complètement changé. Alors je vais aller un petit peu au fond du trou avec vous, mais après on va redécoller, hein, promis. Mais juste pour qu'on aille un tout petit peu au fond de cette histoire de crise environnementale. Donc il y a 4 sujets. Hein. Il y a 4 sujets pour la crise environnementale. Et c'est donc 4 produits de la performance. Hein. Donc le premier, c'est la pénurie des ressources. Donc quand je dis pénurie des ressources, hein, c'est les pénuries de ressources non renouvelables, pénurie de ressources renouvelables et même pénurie de ressources humaines, pénurie de savoir-faire. Pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité, et ça c'est plutôt les pollutions, quoi. Toutes les pollutions qu'on peut imaginer. Donc c'est les 4 sujets, hein. Les 4 sujets de la crise environnementale, c'est cela. Alors il y a un petit point de sémantique. Vous voyez, là j'ai mis crise climatique, parce que pendant longtemps, on a parlé de réchauffement climatique, et on a un petit peu avec l'idée que oui, c'est juste le thermostat qui va changer un peu, ça va être plus 1 ou plus 2 degrés. Alors, c'est pas du tout ça. Hein. La crise climatique, le mot clé qui va avec la crise climatique, c'est les fluctuations. On va rentrer dans un monde qui, d'un point de vue climatique, va fluctuer beaucoup plus fort. Ça va être beaucoup plus turbulent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes inondations, des grandes sécheresses, des hivers qui vont être très rudes, et le lendemain, il va faire très très chaud. Enfin, oui, c'est plutôt ça les prévisions. Quand on suit les rapports du GIEC, c'est plutôt ça. Donc l'amplitude, l'écart type, si vous voulez, va augmenter. Et donc c'est pour ça que maintenant, on parle plutôt de crise climatique. Le journal Le Guardian, par exemple, maintenant a abandonné le mot global warming, réchauffement climatique, pour passer à crise climatique, justement pour signifier ça. Ce n'est pas juste une question de température. Pareil pour la sémantique, hein, pour la biodiversité. Avant, on parlait d'érosion de la biodiversité. Donc, ça donnait un petit peu l'idée que la biodiversité, on en perd un petit peu. Alors, il y a 30 à 40% des espèces qui sont menacées de disparition. Et les espèces disparaissent à un rythme 100 à 1000 fois supérieur au niveau pré-industriel. Donc, c'est un effondrement. Et du coup, d'où le nom effondrement. Et donc les pollutions, je vais juste en dire un mot. Alors encore une fois, je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que ce n'est pas le but, hein, de se complaire dans le constat. Juste vous illustrer un petit peu les points. Donc là par exemple, sur la crise climatique, là je vous montre une photo là, qui a été publiée il y a déjà quelques temps. Donc là vous voyez, ce monsieur là, il est à côté d'un rocher qui fait 1000 tonnes. C'est un gros rocher. Alors ce rocher, en fait, on sait qu'il a été déplacé par une tempête maritime. Et on sait quand il a été déplacé parce que c'est assez récent, c'est il y a 120 000 ans. D'un point de vue géologique, hein, 120 000 ans, c'est hier, hein, c'est très très court. Hein. Mais pour nous, c'est quand même 10 fois le néolithique, donc c'est quand même assez ancien, mais c'est assez court pour que les géologues puissent savoir ce qui s'est passé. Et à cette époque-là, en fait, c'est la dernière fois que la Terre était à plus 2 degrés. Donc à plus 2 degrés, ce qu'on peut imaginer, hein, évidemment, c'est très difficile, c'est une hypothèse, hein, mais c'est quand même une marque qu'à cette époque-là, il y avait des tempêtes qui déplaçaient des rochers de 1000 tonnes. Aujourd'hui, hein, les plus grosses tempêtes déplacent des rochers de 100 tonnes. Donc il y a un facteur 10. Alors c'est peut-être pas tous les jours, hein, c'était peut-être une tempête particulièrement incroyable, mais bon, ça pose question quand même sur ce qui se passe. Donc ça c'est pour la crise climatique. Encore une fois, l'idée, hein, c'est les fluctuations, hein, donc c'est plutôt les tempêtes, choses comme ça.
Sur les pollutions, je voudrais dire un petit mot là-dessus. Encore une fois, je fais très court, hein, c'est juste pour vous donner des petites pistes de réflexion. Alors je vous montre cette excavatrice là, parce qu'en fait, on est en train de... Il y a cette idée un petit peu de décarboner l'économie, qui est très, très porteur ces temps-ci. On parle beaucoup de décarboner l'économie, en gros pour sortir du pétrole. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place ? Quand on n'utilise pas de pétrole, qu'est-ce qu'on fait à la place du pétrole ? Eh bien, si vous suivez les plans de Joe Biden, la plupart des plans des pays européens en Chine, c'est beaucoup d'énergies renouvelables qui dépendent de métaux plus ou moins rares. Comment on fait pour extraire ces métaux ? Eh bien, on fait des mines. En fait, vous prenez votre caillou, le principe est tout simple, vous prenez votre caillou, vous le réduisez en farine, donc il faut vraiment broyer très très fin, et de cette farine, vous en extrayez moins de 1% de métal d'intérêt. Et les 99, et quelques pourcents, c'est les fameuses boues qu'on trouve autour des mines. Et donc, vous voyez le problème. C'est qu'en fait, tous ces éléments minéraux qui étaient dans le caillou qui gênaient personne, là maintenant, ils sont dans une farine, ils sont mobilisables dès qu'il pleut. Et du coup, ils partent dans l'eau. Alors, à cela, il y a beaucoup de chiffres là, mais il y a 4 à 5 ruptures de digues minières chaque année. Donc, tous ces éléments partent dans les rivières et dans les océans. Donc, les éléments, il y a de l'arsenic, par exemple, avant, qui était bien gentiment dans son caillou, qui ne demandait rien à personne, et là, qui sort. Si c'est des mines d'or, il y aura en plus du cyanure. Enfin, oui, il y a un petit peu le cocktail infernal. Et alors, juste pour un petit peu plomber la voiture électrique, j'ai pas d'action, quoi que ce soit, mais quand même, juste pour dire les choses. Donc, une voiture thermique, donc qui marche au pétrole, c'est 20 kg de cuivre pour le circuit électrique. Une voiture électrique, c'est, vous voyez, 80 kg de cuivre, et il faut rajouter une borne qui fait 100 kg de cuivre. Le cuivre, ça va être en tension d'ici, on pense, la fin du siècle, voire la moitié du siècle. Donc c'est un modèle qui n'est pas tenable. Qui n'est pas tenable parce qu'on va arriver à la pénurie de ressources minérales, mais aussi parce qu'on génère des tas d'autres pollutions multiformes. Donc en fait, on a remplacé le pétrole par des métaux, mais enfin, on est en train de le faire, mais en fait, le bilan n'est pas très joyeux quand même, quoi. Donc en fait, sur cette photo-là, l'avenir, il est quelque part. Il est là. C'est dans les plantes. C'est là que ça se passe. Le carbone photosynthétique, c'est ça notre ressource renouvelable et qui ne pollue pas, qu'on peut régénérer, etc. Donc il faut juste bien faire les choses, c'est tout. Alors juste pour finir un petit peu sur le bilan, sur la biodiversité. Alors ici, là, vous avez une photo un petit montage qui résume un petit peu l'anthropocène du point de vue de la faune terrestre. Donc ça, ce sont les animaux vertébrés sur les continents. Donc les animaux vertébrés, c'est tout ce qui a des vertèbres, donc ça veut dire que c'est les oiseaux, c'est les mammifères, les reptiles, les batraciens, les grenouilles, toutes ces choses-là. Donc tout ce qui a un squelette interne, les gros animaux, grosso modo. Donc vous voyez, il y a 2 tiers d'animaux domestiqués, 1 tiers d'humains. Et donc vous voyez, le problème, c'est qu'il y a moins de 3% d'animaux sauvages. Ça y est, je fais fuir. Alors c'est ça qui pose question aussi, parce que là, on est en train de complètement anthropiser la faune terrestre. Et donc ça résume assez bien l'anthropocène, cet impact des humains sur la Terre, avec cette diapo-là. Alors pourquoi ça pose question en fait ? Parce que sur les pollutions, c'est assez clair, on pense tout de suite au lien à la santé. La crise climatique, les tempêtes, tout ça, on voit bien le problème. La biodiversité, pourquoi l'effondrement de la biodiversité est-elle un problème ? Ça, c'est pas intuitif. Parce qu'on pense aux zoos, on aime bien voir des animaux, on aime bien voir des fleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quoi ? Alors, ce qui va avec la biodiversité, c'est les services écosystémiques. Toute cette biodiversité-là, c'est le cœur nucléaire de tous les services écosystémiques. Alors, c'est quoi les services écosystémiques ? C'est tout ça. Donc, c'est l'alimentation, les matériaux, la filtration de l'eau, la filtration de l'air, des tas de services, le contrôle des maladies. Typiquement, sur le contrôle des maladies, un virus qui est dans une chauve-souris, par exemple, au hasard, et qui sort de sa chauve-souris, il doit aller dans un animal à sang chaud. Les paysages, il est clair, il y a 2 tiers d'animaux domestiqués, 1 tiers d'humains. Donc il y a 2 chances sur 3 qu'il aille dans un animal, ça sera une zoonose, 1 chance sur 3 qu'il aille chez un humain, et ce sera une épidémie. Donc notre meilleur bouclier contre les maladies, il est là. C'est notre service écosystémique qui nous protège des maladies. Donc si on détruit la biodiversité, on tue notre bouclier contre les virus de chauve-souris, par exemple.
Alors juste pour dire que ces services écosystémiques qui sont assez robustes, hein, ils sont toujours là, l'eau est toujours filtrée, les décomposeurs du sol décomposent toujours le sol, mais on commence à voir des signes d'affaiblissement de ces services écosystémiques. Et donc là, je prends un exemple. Donc là, on est en Chine, au Sichuan. Alors c'est un sujet qui est un peu débattu, mais la tendance est là quand même. C'est un endroit où en fait les abeilles ont quasiment disparu, il y a beaucoup moins d'insectes, et c'est des vergers intensifs. Pour avoir le rendement des vergers, on peut plus, en fait il n'y a pas assez d'abeilles pour faire les pollinisations, donc il faut payer des ouvriers agricoles qui, avec un petit plumeau, vont polliniser les vergers un à un. Voilà, on a perdu un service écosystémique gratuit. Maintenant il faut payer, il faut que ce soit un humain qui fasse le travail. Donc voilà, c'est les petits signes quand même qui doivent nous inquiéter. Enfin, c'est des petits signes, signaux faibles, signaux forts hein, quand même, qui doivent nous inquiéter un peu. Alors juste pour aller vraiment au fond, et puis après on redécolle, promis. Il y a deux études principales, ou deux champs d'études qui essaient un petit peu de formaliser ça et surtout de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire de notre trajectoire, ça ? Où est-ce qu'on va ? Alors, il y a le concept des frontières planétaires qui est assez fertile sur ce sujet-là. Donc, c'est l'équipe de Johan Rockström qui a fait ça. Donc la frontière planétaire, c'est quoi ? Ça définit l'espace de viabilité de l'humanité sur Terre. Si vous dépassez les frontières, on n'est plus capable de garantir la viabilité de l'humanité sur Terre. C'est ça que ça veut dire, hein, les frontières planétaires. Et donc, vous voyez, il y en a 9. Alors, la crise climatique, vous voyez le climate change, là, on est dans le orange, donc ça veut dire qu'on est en train de passer la frontière, mais ce n'est pas la frontière qu'on a le plus dépassée. On en parle beaucoup dans les médias du réchauffement climatique, de la crise climatique, du CO2. Hein. Mais ce n'est pas la pire. Hein. La pire, c'est la biodiversité, hein, de très loin. Hein. L'effondrement de la biodiversité. Et l'autre, c'est cycle du phosphore et des nitrates. Là. C'est plutôt l'agriculture, ça. C'est plutôt l'usage intensif des engrais et puis le fait que le stock de phosphate commence à se diminuer. Bon, enfin, je ne vais pas trop insister, mais ça doit nous poser question. Et alors, j'ai une deuxième étude qui le dit, et donc là c'est un peu brutal, je vous préviens. Donc c'est le rapport au Club de Rome, qui est beaucoup repris ces temps-ci, là, parce qu'on est en train de fêter les 50 ans du rapport. Donc c'est un rapport qui a été publié en 1972 par deux économistes du MIT à Boston, qui en fait c'était le Club de Rome qui s'inquiétait de la courbe tout en haut, là, hein, des ressources non renouvelables qui commencent à s'épuiser. Et ils ont demandé à ces deux économistes du MIT de faire un modèle informatique pour prédire l'avenir. Alors ce modèle, c'est la courbe pointillée. Et vous voyez que le modèle, en fait, il y a 13 scénarios. Hein, c'est plus compliqué que juste ça, là. Et puis c'est un modèle informatique, hein, donc il faut toujours être très prudent. Hein, il y a des tas de marges d'erreur, donc c'est très critiquable hein, comme travail. Mais le message principal, c'est qu'ils ont fait des scénarios plus ou moins optimistes. Hein, et vous voyez, c'est surtout la courbe de population hein, qui pose question. Tous les scénarios, les 13 scénarios, ont la même courbe. C'est juste la date qui change. Donc il y a toujours un point d'inflexion et donc ça va dans les différents scénarios, ça démarre à 2015 jusqu'en 2100. Mais ça veut dire qu'au cours du XXIe siècle, ce que prédit le rapport au Club de Rome, c'est un moment de basculement. Et je ne dis pas d'effondrement, hein, c'est un moment de basculement. C'est vraiment très très différent. C'est-à-dire qu'on va changer de monde. Et donc ça, c'est un petit peu la deuxième surprise du champ de l'Anthropocène, c'est que d'abord, ça a démarré tôt. Donc c'est à partir de 1950 que vraiment il y a un impact, il y a un point d'inflexion très fort. Et a priori, ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'on va dire en 2050, on sera passé à autre chose, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, là, en 2022, on est en période de turbulence. Et encore une fois, ça ne se voit pas, parce qu'il y a un peu d'effet retard, mais on est en plein dans les turbulences. Alors juste pour dire, parce que vous voyez sur cette courbe-là, quand le rapport est sorti en 72, il a été très décrié. Hein. Les gens disaient que ça fait 15 fois qu'on nous dit qu'il va y avoir un effondrement, 1000 fois, voilà, c'est depuis les Mayas, etc. Donc bon, il faut arrêter avec ça, quoi. Sauf que le modèle, il a été repris en 2000, vous voyez, en 2000, et donc c'est le trait plat. Et vous voyez que le trait, là, il suit à peu près le trait pointillé. Donc ça veut dire qu'avec les données qu'on a en 2000, et puis ça a été repris en 2010, on a à peu près la même courbe, quoi. Donc aujourd'hui, dans le monde scientifique, le rapport au Club de Rome, c'est plutôt considéré comme ce qui est le plus probable. Et encore une fois, avec une énorme marge d'erreur. Hein. C'est qu'il y aura un basculement, enfin, il y aurait un basculement au cours du XXIe siècle, on ne sait pas exactement à quelle date. Et juste pour un petit peu dédramatiser les choses, la fameuse inversion de la population, ça se fait actuellement dans plein de pays. Hein. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, voilà, c'est que des pays qui sont en train de basculer de façon pacifique. Hein. On n'est pas obligé de faire la guerre ou je ne sais pas quoi.
Alors tout ça pour dire que voilà, j'arrive un petit peu à cette idée-là, c'est qu'en fait l'imperformance, elle a un problème, c'est qu'elle fait baisser la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous augmentez les performances, là on est un peu à l'ère de la performance contre-productive, on augmente les performances, mais en fait on a tellement d'impact sur l'environnement que notre propre viabilité est menacée. Et donc si on continue à augmenter les performances, on risque d'avoir des problèmes. Donc il va falloir habiter la Terre autrement. Alors c'est pour ça que on va parler un petit peu du vivant, parce que pour l'instant, donc là oui, hein, je mets un cosmonaute dans un champ, ça peut paraître absurde, mais c'est ce qu'on est actuellement. Hein. Aujourd'hui, on est des extraterrestres sur Terre. Hein. On s'est tellement déconnecté du vivant et on a cette performance qui nous amène ailleurs. Là, donc on est un petit peu comme ça en fait. Hein. Donc on va essayer d'habiter la Terre autrement. Donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer, une voie qui puisse inspirer pour dépasser les problèmes actuels. Alors en général, le discours qui vient juste après le bilan environnemental, c'est ça. Donc c'est soit il faut faire du développement durable, soit il faut faire de la sobriété ou de la décroissance. C'est un petit peu les deux grands champs, les deux grandes réponses qu'on a. Hein. Je le fais de façon très caricaturale. Hein. Alors le développement durable, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Il y a des super projets dans le développement durable. Et puis il y a plein de choses qui sont pas très bien pensées, voire même très contre-productives. Alors ici, je prends un exemple un petit peu à dessein. Sur cette photo, là, vous voyez Joe Biden qui est en train de serrer la main du patron de l'industrie automobile américaine. Avec derrière, il y a 2 magnifiques SUV électriques, le tout sur une pelouse sans aucune biodiversité. Bon, là c'est le top de la performance contre-productive, du développement non durable, hein, parce que bon, ces SUV, hein, ils sont très lourds, il y a plein de métaux dedans, etc. Et puis bon, la pelouse, voilà, sans biodiversité. Donc là, voilà, c'est du développement durable qui n'est pas vraiment durable. Hein. Alors du coup, quand on voit ça, et quand j'en parle aux entrepreneurs, ils sont bien au courant de tout ça, et à peu près tout le monde, en fait, on se rend compte que dans le développement durable, il y a à boire et à manger. Donc du coup, on bascule vers la décroissance, la sobriété. Et on se dit, oui, bah là, il va vraiment falloir ralentir, il faut faire ça. Alors, super, mais en fait, quand on creuse bien, personne ne veut le faire. Ça ne mobilise absolument personne. Enfin, peut-être 0,1% de la population, mais personne ne veut ralentir. Hein. On a cette performance, quand même, c'est très, très dur de lutter contre. Du coup, quand on est là, on se dit, oui, mais alors là, je ralentis, mais quand même, j'ai bien envie de faire quand même des choses. Donc, hop, on rebascule dans le développement durable. Et puis après, on se dit, oui, mais en fait, c'est contre-productif, donc je vais ralentir. Et puis en fait, on fait du ping-pong. Donc c'est du ping-pong entre développement durable et décroissance. Et finalement, c'est un enfermement, quoi. On ne sort pas de ça. Alors du coup, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une 3e voie qui nous sorte de ça et qui est bio-inspirée. Donc c'est la 3e voie du vivant. Et ça, c'est Fabienne Verdier, une peintre qui fait des peintures un peu abstraites comme ça. Alors, je vais vous le dire de plusieurs façons et essayer de rentrer un petit peu dans cette histoire-là. Alors aujourd'hui, en fait, quand je fais de façon très synthétique, hein, donc je cristallise, hein, je pourrais nuancer après dans les questions, mais voilà, la version moderne actuellement, c'est quand on a un problème, en général, on tape dans une ressource et ça nous apporte une solution. Je veux aller vite, je brûle du kérosène et j'arrive à destination. Je veux avoir de l'internet qui va plus vite, je tape dans les métaux, je fais des antennes 5G et j'ai ma solution. Enfin, oui, vous pouvez le décliner assez rapidement, donc c'est un peu ça notre façon de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est l'humain moderne, c'est ça son logiciel, si vous voulez. Alors le logiciel du vivant, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout ça. Il y a des problèmes, pareil, hein, mais en fait, dans le vivant, ce qui se passe, c'est qu'on prend plus de temps, on agrège beaucoup de partenaires, beaucoup de partenaires, des partenaires très hétérogènes, et avec tous ces partenaires, là, tous les P, là, c'est des partenaires, tous ces partenaires très hétérogènes, eux-mêmes, ils sont connectés à d'autres partenaires, et avec ça, on trouve des solutions à stock de ressources constant. C'est ça la clé. Ça peut paraître utopique, hein, d'avoir des problèmes, des solutions sans taper dans le stock de ressources, mais c'est pourtant ce que fait le vivant depuis des millions d'années. Hein. Donc ça, c'est quand même il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc du coup, et si notre problème, c'est que justement, on tape dans les ressources, qu'on pollue les environnements, etc., bon, il va vraiment falloir qu'on s'arrête. Donc il y a peut-être ça qu'il faut peut-être creuser un petit peu plus. Alors du coup, je vous propose de rentrer un petit peu dans ce que c'est que le vivant, et je vais vous cristalliser des milliers d'articles scientifiques et de livres de biologie en 3 principes. Donc vraiment, je fais une synthèse, une sorte de hyper-synthèse. Donc vous me pardonnerez si c'est un peu trop simpliste, mais c'est juste pour donner les grandes idées, quoi. Donc c'est quoi le vivant ? Les principes du vivant. Donc le premier principe du vivant, c'est que le vivant est circulaire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les activités du vivant sont incluses dans les cycles de la Terre. Donc là, par exemple, je prends l'exemple d'un arbre. Un arbre, ça évapore en moyenne 500 litres d'eau chaque jour. Et donc ça veut dire que le cycle de l'eau est complètement dépendant du vivant. Il y a d'autres études qui montrent que s'il n'y avait pas de plantes sur les continents, les nuages s'arrêteraient à 500 km à l'intérieur des continents. Donc si vous êtes au milieu d'un continent et que vous voyez un nuage au-dessus de votre tête, c'est une plante qui l'a mis là. Si vous voyez une rivière au milieu d'un continent, c'est une plante qui l'a mis là. Si vous voyez une nappe phréatique, c'est une plante qui l'a mis là. C'est vraiment circulaire de ce point de vue-là. Alors évidemment pour nous, en économie, dans le secteur économique, on peut penser à l'économie circulaire, qui essaie comme ça de régénérer, d'avoir moins d'impact, etc. Mais encore une fois, il faut voir un cran plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est circulaire sur le long terme. Donc il faut inventer une économie circulaire qui fasse aussi attention aux effets rebonds dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un peu plus complexe. Voilà. Premier principe, circularité. Deuxième principe, le vivant joue collectif. En fait, ce qui se passe chez les êtres vivants, c'est que ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la résilience du groupe contre le confort individuel. Vous pouvez penser aux cellules de votre corps. Les cellules de votre corps, elles n'essayent pas d'être au maximum de confort, d'être au maximum de performance. Elles se brident beaucoup. Il y a beaucoup de morts cellulaires programmées dans nos organes. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que vos organes fonctionnent bien grâce à ça. Donc c'est toujours pareil. On bride un petit peu le confort individuel, mais c'est pour la résilience du groupe. Alors il y a une autre coloration à cette histoire-là du collectif, c'est qu'il y a un lien aux ressources. Et donc là, je vous propose de faire une expérience. Là, on est dans une montagne où il y a une forêt. Et ce qu'on fait, c'est qu'en bas de la montagne, on va enlever un arbre. Donc là, quand on est en bas de la montagne, les sols sont riches, les conditions sont favorables, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Vous enlevez un arbre, les arbres autour vont profiter de la clairière, ils vont pousser plus vite, ils vont essayer de cacher la clairière, si vous voulez, donc augmenter en biomasse. Donc ça veut dire qu'avant, ils étaient en compétition. Donc ça, c'est une première loi biologique, c'est quand il y a abondance de ressources, il y a compétition. Maintenant, hop, je vais tout en haut de la montagne, et là, on est dans vraiment la haute montagne, donc il y a du blizzard, il y a du vent, il y a beaucoup d'UV, les sols sont pauvres, il y a peu de nutriments, peu d'eau, c'est sec. Qu'est-ce qui fait ? Donc on fait la même expérience, on enlève un arbre, qu'est-ce qui se passe ? Les arbres autour baissent en biomasse. Ils baissent en biomasse parce que là, vous avez enlevé un partenaire. En fait, les arbres communiquent beaucoup par leurs racines. Il y a eu des documentaires, des livres là-dessus, Voleben et compagnie. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges de métabolites, de nutriments, d'informations même. Donc si vous enlevez un arbre et que les conditions sont rudes, vous allez perdre un partenaire. Et du coup, ça veut dire, deuxième loi, c'est que quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Et donc ça, je vous le montre pour une forêt, c'est la même chose pour des levures dans des tubes à essai, c'est la même chose pour les cellules de votre corps, c'est la même chose pour des manchots sur la banquise, c'est un théorème général du vivant. Quand il y a abondance de ressources, il y a compétition, quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Alors évidemment pour nous, les humains, ce qui est un peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, les valeurs de compétition et de compétitivité sont très valorisées. Et pourtant, avec tout ce que je vous ai raconté sur les frontières planétaires, le Club de Rome et tout ça, on est clairement, factuellement, en état de pénurie. Très clairement, on a dépassé les frontières planétaires. Donc en fait, il faudrait déclarer la pénurie mondiale. Mais pourtant, on est toujours dans la compétition. Donc ça, en fait, ça ne se voit jamais dans le vivant. C'est qu'on ne voit jamais des organismes qui sont en compétition en étant en même temps en état de pénurie. Ou quand on le voit, c'est des moments très transitoires, qui ne durent pas très longtemps. Donc ça doit nous poser des questions. Alors ça, c'était le deuxième principe, et c'est surtout sur le troisième principe que je voudrais insister, c'est qu'en fait, au cours de l'évolution, les êtres vivants, ce qui est sélectionné, c'est la robustesse. Donc la robustesse, il faut que je la définisse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et en fait, les systèmes vivants, au cours de l'évolution, ils sont sélectionnés pour être robustes, et ils construisent leur robustesse contre la performance. Et c'est ça qui pose question. Alors, juste pour... là, je vous ai mis quelques mots-clés. Ça, c'est des mots-clés qui donnent un petit peu le programme politique du vivant. C'est ça l'agenda politique du vivant.
inefficacité, hétérogénéité, incertitude, beaucoup d'aléatoires, hein, des lenteurs, des délais, beaucoup de redondance, énormément d'incohérences, et tout ça c'est inachevé, hein, parce que si c'était achevé, ce serait mort. Hein. Donc en fait, toutes ces valeurs-là, là, qui sont plutôt pour un humain du 21e siècle des contre-performances, eh ben, vous mettez ces contre-performances en musique, et ce que vous obtenez, c'est de la robustesse. Et encore une fois, c'est que ça, le vivant se construit là-dessus. Hein. C'est vraiment, au cours de l'évolution, c'est ça qui est mis en avant. Alors, je vous raconte ça, là, vous pouvez me croire sur parole, hein, parce que voilà, ça, c'est des données des réseaux des écosystèmes, des réseaux de gènes, des réseaux de neurones. En fait, ça fait depuis 20 ans que maintenant, on est sûr de ce truc-là, parce que maintenant, on le sait à toutes les échelles, même à l'échelle moléculaire, quoi, c'est pareil. Donc, c'est vraiment une valeur fondamentale, ça. C'est que le vivant, il est robuste, il n'est pas performant. Alors donc parfois j'interviens dans des conférences de biomimétisme où souvent le message c'est « Ah oui, il faut copier le vivant parce qu'il a tout compris, etc. » Et on fait des choses performantes, des ailes d'avion qui sont plus efficientes, etc. C'est pas du tout ça, en fait. Le vivant n'est pas performant. Le vivant, il est robuste. Et il fait sa robustesse contre la performance. Alors je voudrais quand même vous le démontrer, hein, parce que là, je vais quand même vous donner 2 exemples en biologie, puis après on ira dans les systèmes sociaux. C'est faire un mélange variétal. Donc au lieu de semer la meilleure variété de blé, vous en prenez 3 variétés de blé, vous les mélangez et vous semez ça au champ. Qu'est-ce qui se passe ? Votre rendement il va être moins bon. Hein. Forcément, parce que vous avez 3 variétés. Donc par rapport à la meilleure variété, 3 variétés différentes, ça va faire que le rendement sera moins bon. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a hétérogénéité des partenaires. Là. Donc ça veut dire que les pieds de blé, ils vont pouvoir se parler, entre guillemets, entre eux. Il va y avoir des communications, échange de nutriments et tout ça. Et donc ce champ en mélange variétal, il est plus résistant à la sécheresse et il est plus résistant aux pathogènes. Donc les agriculteurs qui passent en mélange variétal, ils arrosent moins leurs champs, ils mettent moins de pesticides. Et c'est juste en mélangeant des variétés de blé. Donc ça, c'est démontré scientifiquement, c'est vraiment solide, c'est comme de la roche. Donc c'est très solide ça, c'est montré en unité expérimentale, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est déjà en train de basculer dans les champs. Et donc là, je vais prendre l'exemple en France. Et donc ça s'est passé entre 2010 et 2020, le basculement. Vous voyez, 2010, les surfaces de blé en mélange variétal, c'était moins de 5%. Et vous voyez, en 2020, alors ça dépend en fonction des régions, hein, mais vous voyez, ça va jusqu'à 40%, 44%. Et ça, c'est pas les scientifiques, c'est pas les chercheurs qui ont dit « Ah, maintenant, tu passes en mélange variétal. Hein. » Non, c'est les paysans eux-mêmes qui ont bien vu que ça marchait, ils ne sont pas idiots, hein, et en plus ils voient bien tout l'intérêt économique, écologique du système, et ils sont en train de basculer de façon massive, hein, c'est massif ça. Et vous voyez, c'est le niveau 1 de l'agroécologie, mais après on peut faire des tas d'autres choses, hein, donc comme je disais, hein, planter des arbres, voilà, des choses plus compliquées. Quoi. Donc vous voyez, c'est en train de basculer, et ça c'est clairement, vous voyez, on fait moins de performance, on fait plus de robustesse. On est capable de gérer des fluctuations de pathogènes, des fluctuations hydriques. Un deuxième exemple, la construction. La construction, donc pendant très longtemps, on a poussé les super matériaux, hein, les matériaux pour faire des maisons à énergie positive, passifs, etc., avec des super matériaux. Alors des matériaux qui coûtent énormément d'énergie à construire, qui parfois polluent les intérieurs, et après il faut encore de l'énergie pour les démanteler. Donc ça, c'est des bâtiments qui sont souvent très performants, mais par contre qui ont un énorme impact écologique a posteriori. Donc du coup, une solution moins performante mais plus robuste, c'est l'autre BTP. Donc l'autre BTP, c'est bois, terre, paille. Et donc par exemple, la terre crue, voilà, là c'est la voûte nubienne, là c'est une assoce qui soutient les bâtiments en terre crue en Afrique, mais ailleurs aussi. En fait, quand vous faites de la terre crue, hein, donc vous prenez de la terre sous le sol, vous faites des briques, vous les faites cuire au soleil. Le soleil, c'est 340 watts par mètre carré, hein, ça suffit, c'est suffisamment d'énergie pour cuire vos briques. Et vous pouvez construire des habitats. Des habitats qui ont plein de qualités thermiques, acoustiques. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans les murs. Hein. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau qui s'infiltre dans vos murs, fait en terre crue, ça va s'égrailler et donc ce ne sera pas des habitats très durables, quoi. Donc il faut un bon toit, il faut un toit bien étanche. Mais ça marche très bien. Si vous faites la construction comme il faut, ça marche très très bien. Mais ce qui m'intéresse là, c'est non seulement le fait qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, ou très peu d'impact sur l'environnement, c'est très local, circuit court, etc. Mais il y a aussi un facteur de robustesse sociale.
C'est qu'en fait, si vous faites ça, ça ne demande pas une technocratie lointaine, des super matériaux pour construire des choses dans la Station spatiale internationale. Non, là, c'est vraiment juste des matériaux très locaux. Vous pouvez vous partager les protocoles très facilement. On peut utiliser les forums numériques, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est ce que fait la Voûte nubienne notamment. Et donc c'est une construction qui est plus robuste sur son plan. Sa construction, elle a plein de valeurs ajoutées, mais aussi du point de vue social. C'est que ça peut permettre de l'insertion sociale, de l'échange. Quand on a un habitat en terre crue, on peut le réparer soi-même, on peut l'adapter soi-même. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus adaptable comme construction. Alors vous allez me dire, bon, ça très bien, c'est la voûte nubienne, c'est Epsilon. Alors pas du tout. Donc en France, notamment vers les Alpes, voilà, il y a la construction en pisé, c'est que de la terre crue. En Afrique, il y a plein d'habitats en terre crue, avec plein de savoirs traditionnels dans les pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien là. Je veux dire, c'est pas du tout perdu. Et alors ce qui m'intéresse, c'est que ça revient en force. Alors en France, donc on a l'École nationale des travaux publics qui pendant très longtemps a poussé le parpaing, les super matériaux et tout ça. Et bien maintenant, non, il y a une filière BTP, bois terre paille. On fait de la construction avec d'autres matériaux beaucoup plus robustes, moins performants, mais plus robustes. Voyez. Donc en fait, ça, même dans les écoles un petit peu élitistes, on revient vers la robustesse. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça a des échos avec des mouvements qui ont lieu actuellement auprès des étudiants. Alors peut-être que vous avez vu passer cette info-là. Ça, c'est des étudiants de l'école Supagro, donc des ingénieurs agronomes qui ont en fait appelé à déserter leur école. Alors, ça m'intéresse. Alors, évidemment, c'est une minorité, mais ça m'intéresse comme signal parce qu'en fait, c'est des étudiants qui se sont battus, qui ont passé un concours pour entrer dans une des meilleures écoles, grandes écoles de France, pour être faire des études plutôt d'élite, quoi. Et puis après des années de scolarité, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on m'apprend dans cette école? C'est la compétition et la performance, alors qu'en fait, le monde qui vient, c'est la coopération et la robustesse. Et du coup, leur message, c'est un petit peu de dire, en fait, ce qu'on nous apprend n'est pas en adéquation avec le monde qui vient. C'est qu'en fait, ce qu'on nous apprend d'un point de vue scientifique, technique, c'est très bien. Ça, y a pas de, je ne pense pas qu'ils questionnent le fait que voilà, la biologie, elle est toujours la biologie, la physique, c'est toujours la physique, l'économie, etc. Mais par contre, il manque la coloration, coopération, robustesse, les valeurs qui viennent dans le siècle qui vient, quoi. Alors, le problème, c'est que ça peut être un petit peu stérile. C'est que si on appelle juste à déserter, il ne va pas se passer grand-chose. Donc voilà, je vous propose une version de basculement un peu plus constructive. C'est que les ingénieurs, au sens très général du terme, il y a des ingénieurs pour tous les métiers maintenant, mais les ingénieurs en général, c'était avant, l'ingénieur, c'était quelqu'un qui fait plutôt de la performance, des incréments de performance, et que souvent via des délégations techniques. Le mot ingénieur, d'ailleurs, le mot ingénieur, c'est un mot du XVIe siècle qui veut dire celui qui construit des engins de guerre. Donc c'est vraiment la performance pour abattre l'ennemi, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est le passé, c'est la performance, compétition. Donc on est en train de basculer vers autre chose, des ingénieurs et des ingénieureux d'ailleurs qui peuvent développer des solutions robustes. Et c'est robuste si la solution peut être prise en main par les citoyens localement en circuit court. Et donc là, vous voyez le basculement, quoi. Et ça, c'est en train de venir. Donc je trouve c'est assez réjouissant. Alors à ce stade, là, vous pouvez me dire, oui, mais en fait, là, ça ressemble beaucoup à un retour en arrière. On refait de l'agroécologie comme on faisait avant dans les années 10, 20. Là, c'est la terre crue, voilà, on revient en arrière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, ce basculement de la robustesse vers la robustesse, c'est pas du tout un retour en arrière. C'est juste un choix. C'est juste un choix. On peut faire le choix de la robustesse. Alors, je vais vous le montrer avec des nouvelles technologies. Et donc, par exemple, l'envoi d'email, le messagerie électronique. On aurait pu imaginer faire un protocole qui soit performant. Donc là, par exemple, quand vous écrivez un message, si on voulait que ce soit performant, il faudrait que le message y soit écrit, qu'il prenne le chemin le plus court et qu'il arrive à votre destinataire. Ce serait ça la version efficace, efficiente. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas du tout ça. On a utilisé le protocole TCP/IP, enfin on l'a designé comme ça. Alors, le protocole TCP/IP, c'est quoi? C'est vous écrivez votre email, l'email il est cassé en paquets, les paquets ils sont répliqués, donc il y a beaucoup de redondance. Il y a beaucoup d'erreurs, il y en a plein qui sont perdus. Ils passent par des chemins différents, donc il y a hétérogénéité, des chemins qui sont plus ou moins longs, donc il y a des délais, il y a des lenteurs. Et après, à la fin, les paquets sont réassemblés et votre email arrive. Donc chaque fois que vous envoyez un email, c'est ça qui se passe. Donc vous voyez, c'est pas du tout performant. Par contre, c'est robuste. C'est que si par exemple, vous envoyez un email et le câble, il passait par Mariupol, par exemple, votre mail n'arriverait jamais à destination. Donc le fait qu'il y ait plusieurs chemins, que ce ne soit pas performant, ça permet à votre email d'arriver à destination.
vous voyez, en fait, on l'a designé pour qu'elle soit robuste. Donc c'est un vrai choix, c'est juste une question de choix. Et donc si on fait le choix de la robustesse, d'un seul coup, voilà, on ne s'occupe plus tellement de la performance, quoi. Alors juste pour dire que c'est vrai aussi dans les nouvelles technologies, dans d'autres nouvelles technologies. Donc là par exemple, je vous présente un projet qui est assez innovant et qui est assez récent. C'est par exemple les batteries. Donc vous savez, les batteries, hein, ça devient un gros sujet avec les énergies renouvelables et tout ça. C'est un peu le talon d'Achille des énergies renouvelables, hein, parce que voilà, l'éolien, le solaire, c'est intermittent, donc il faut des batteries pour stocker l'électricité, mais ces batteries, elles sont bourrées de métaux rares, donc du coup, voilà, c'est polluant. Bah, du coup, il y a une boîte qui s'appelle, il y en a d'autres d'ailleurs, mais là c'est en Suède, qui s'appelle Linia, qui s'est rendu compte qu'une molécule qui s'appelle la lignine peut stocker de l'électricité. Alors la lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre. C'est celle qu'on trouve dans le bois. En gros, dans le bois, on trouve de la cellulose, beaucoup de cellulose, et en quantité un petit peu moindre, beaucoup de lignine. Donc c'est très facile à trouver, de la lignine. Et donc ce qu'ils font en fait, c'est des petits films, un petit peu comme des pellicules d'argentique. Alors je ne sais pas pour les étudiants si vous avez déjà vu ça, parce que maintenant c'est du Moyen-Âge, mais des petites pellicules, oui. Donc des petites pellicules de lignine, et on peut stocker de l'électricité là-dedans. Alors oui, le gros avantage, c'est que votre batterie, quand elle ne marche plus, que vous voulez vous en débarrasser, vous la mettez au fond de votre jardin et les champignons vont la dégrader. Et voilà, il n'y aura pas d'impact sur l'environnement. Ce qui n'est pas du tout le cas avec une batterie au lithium. Je vous déconseille de mettre ça au fond de votre jardin. Alors la chose qui m'intéresse là, c'est que ces batteries-là, elles sont moins performantes. Elles sont beaucoup plus grosses. Donc c'est beaucoup moins transportable, etc. Donc c'est beaucoup moins performant, mais par contre c'est robuste, parce qu'il n'y aura pas de pollution, c'est durable. Voilà. Et c'est accessible, c'est une ressource quasi inépuisable, puisque c'est du renouvelable, quoi. Donc vous voyez un petit peu, une fois qu'on a compris ce basculement vers la robustesse, on sait faire des choix. Finalement, cette idée de robustesse, c'est un filtre. Aujourd'hui, il y a plein de solutions par rapport à la crise environnementale. Le problème, ce n'est pas le manque de solutions, c'est qu'il y a trop de solutions contre-productives. Donc il faut un filtre, il faut trier. C'est quoi le critère pour trier? Pour moi, c'est la robustesse. Et uniquement ça. Enfin, quand on dit que qu'on doit être durable, déclarer la durabilité, ça ne sert à rien. C'est juste dire on veut durer, quoi. Mais comment on fait? La robustesse, ça le rend opérationnel. C'est comme ça qu'on peut être durable. Donc voilà, c'est un petit peu cet équilibre-là, quoi, entre performance et robustesse. Aujourd'hui, on a mis vraiment l'accent sur la performance. Et donc l'idée, un petit peu à l'avenir, c'est de mettre beaucoup plus l'accent sur la robustesse. En sachant que quand vous allez baisser en performance, vous allez augmenter en robustesse. Mais si vous baissez en robustesse, vous allez gagner en performance. Ça s'équilibre. Donc en fait, il faut toujours faire attention, dès qu'on augmente sa performance, qu'est-ce qu'on fait exactement, quoi. Voilà. Ou dit autrement, si vous voulez augmenter votre robustesse, il faut plutôt s'appuyer sur ses points faibles. C'est ça qui est un petit peu contre-intuitif, quoi. Alors juste pour finir un petit peu, aller dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que là pour l'instant je vous ai parlé beaucoup de matériaux, de technologies. Ce basculement de la robustesse, c'est vrai aussi dans les organisations, pour le management et pour à peu près tout. C'est très transversal, cette valeur-là. Alors ici, là, je vous prends un exemple. C'est le travail de Carl Weck dans les années 70, qui a un petit peu étudié les organisations et un petit peu les liens, les interactions entre les membres d'une organisation, donc dans une entreprise, par exemple. Et donc de façon un petit peu caricaturale, on peut considérer qu'il y a des couplages rigides dans un collectif. Donc c'est par exemple le chef qui va dire à son employé de faire quelque chose et l'employé le fait. Donc là c'est performant, c'est efficace, efficient, enfin en tout cas ça doit l'être. Et puis il y a des couplages souples. Donc là, le couplage souple, c'est la discussion au coin café, la discussion de couloir. Donc là évidemment qu'il n'y a pas d'objectif, donc c'est pas efficace et c'est encore moins efficient parce que c'est pas le sujet, quoi. Donc ma question c'est, est-ce qu'on peut faire de la robustesse avec les couplages souples? C'est ça, finalement. Donc si je vous pose la question, c'est évidemment que oui. Et donc là, j'ai un exemple, mais il y en a d'autres. Donc c'est tiré du bouquin de Frédéric Laloux. C'est le collectif d'infirmières qui s'appelle Buurtzorg. Donc c'est aux Pays-Bas. Donc ça, c'était des infirmières qui étaient à fond dans la performance. Donc en fait, elles voyaient le maximum de patients par jour. C'était devenu des produits commerciaux. Les soins étaient des produits commerciaux. Il y avait des codes barres sur les portes. Enfin oui, le truc, c'est vraiment le taylorisme appliqué aux soins, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passait? Les patients étaient mal soignés. Les infirmières partaient en burn-out parce qu'elles perdaient le sens du métier. Et puis, ça coûtait très cher à l'État. Donc ça, c'est la performance contre-productive typique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, Buurtzorg? Ils ont fait une chose, c'est d'abandonner les objectifs commerciaux. Donc chez Buurtzorg, il n'y a plus d'objectif commercial.
Donc ça veut dire qu'une infirmière, si elle doit passer la journée avec un seul patient, elle passera la journée avec un seul patient. Donc vous voyez, là, c'est pas du tout, c'est pas efficient. Hein. C'est peut-être un peu efficace, mais c'est pas efficient. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si vous passez plus de temps avec un patient, vous voyez mieux avec quoi votre patient peut interagir. Il peut interagir avec les voisins, même avec le mobilier, avec l'espace de sa pièce, etc. Donc en fait, vous connaissez mieux votre voisin, votre patient, et du coup, votre patient, il va être plus autonome. Il va pouvoir être plus autonome et se soigner lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Les patients sont mieux soignés, les infirmières retrouvent le sens du métier, et financièrement, l'État s'y retrouve. Ça coûte moins cher à l'État. Donc vous voyez, là c'est un strike de la robustesse qui fonctionne. C'est qu'en fait, je construis ma stratégie contre la performance et j'ai un système qui est plus robuste. Et à tout point de vue. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez, c'est des équipes de 12 personnes en général, de 12 infirmières. Et ça, c'est aussi très bien inspiré. Hein. Quand un système robuste, il doit être modulaire. Hein. C'est très décentralisé, des petites équipes. Il y a beaucoup d'autogouvernance aussi dans ces équipes-là. Et ça permet aussi de maintenir l'intérêt, la motivation, etc. Alors juste sur le plan RH, alors désolé pour la diapo suivante, il y a beaucoup de textes, hein, mais c'est juste c'est un peu une étude qui avait essayé de voir un petit peu à quoi ressemblaient les nouveaux recrutés dans les entreprises. Et en fait, il y a des choses assez intéressantes dans le profil des néo-recrutés, les jeunes recrutés. En fait, de moins en moins, la valeur performance devient importante. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, alors c'est pas forcément un raz-de-marée, il ne faut pas non plus exagérer les chiffres, hein, mais c'est un signal faible, encore une fois, c'est juste un signal faible. Il y a de plus en plus de jeunes recrutés qui ne veulent pas avoir le meilleur salaire. Ils préfèrent une meilleure qualité de vie. De plus en plus de jeunes recrutés ne veulent pas un contrat à durée indéterminée. Ils préfèrent avoir plusieurs CDD dans plusieurs boîtes différentes. Voilà. Et puis l'idée aussi, c'est qu'ils préfèrent s'épanouir en dehors du travail, mais il faut aussi s'épanouir dans le cadre du travail. Bon, tout ça, ça peut peut-être paraître naturel à beaucoup d'entre vous, mais c'est une mini-révolution quand même. Hein. C'était que d'un seul coup, le travail a une autre valeur. Là, vous voyez, encore une fois, hein, c'est un monde qui change, qui s'éloigne de la performance et qui va vers plus de robustesse. Là, c'est de la santé mentale, hein, en l'occurrence. Alors juste pour quasiment conclure, avec cette idée de coopération, parce que c'est finalement ce monde-là qui m'intéresse, et qui est une coopération qui, encore une fois, est fondée contre la performance. Alors là, par exemple, je prends l'exemple d'un appartement ou d'une maison, si vous voulez acheter, on va dire, un appartement. La version performante, c'est d'aller voir l'agent immobilier. En 2-3 mois, vous allez avoir votre appartement, dans le meilleur des cas. Et donc, ça sera la solution clé en main. Donc ça, c'est hyper performant, c'est efficace, efficient. Vous avez votre appartement. Alors, qu'est-ce qui se passe en général, hein, si vous allez dans les immeubles, c'est assez criant. Et c'est partout, ça c'est universel. Hein. En général, les appartements sont bien soignés. Les parties communes, ça craint un petit peu, et alors le quartier, c'est carrément c'est l'étranger, quoi. On s'en occupe pas, quoi. C'est autre chose, quoi. Alors il y a une autre façon de faire qui est ce qu'on appelle l'habitat participatif, qui prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui se mettent ensemble 5 ans avant d'avoir un logement, vous voyez un petit peu en moyenne, hein, donc ça prend beaucoup plus de temps. Ils se parlent entre eux, ils essayent de penser leur logement ensemble, de se dire bah oui, ça serait bien d'avoir un étage pour les enfants, d'avoir une chambre d'amis partagée, d'avoir un potager partagé. Donc vous voyez, en fait, c'est penser tout l'habitat de façon beaucoup plus large, quoi. Et donc ça prend beaucoup de temps, il y a des conflits, il faut problématiser. Mais par contre, alors, ce qui se passe, c'est que c'est des experts de la coopération, c'est des experts de la réparation aussi, parce que du coup, ils connaissent très bien leur logement. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans ces habitats-là, en général, les gens s'occupent très bien de leur appartement, parce qu'ils ont aussi des espaces privatifs, hein, évidemment. Et ils s'occupent très bien des parties communes, et ça déborde sur le quartier. À tous les coups, hein. C'est vraiment, et donc c'est pour ça que c'est très soutenu par les collectivités locales, parce qu'en fait, quand vous mettez un habitat participatif quelque part, vous savez que le quartier va être géré par les habitants eux-mêmes, quoi. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est un peu de l'utopie. Non, en Scandinavie, c'est 15% du parc immobilier, 15%. Hein. Donc c'est rien, c'est pas du tout anecdotique, hein, c'est vraiment un gros sujet, quoi. Donc voilà, bon, si vous voulez un exemple, par exemple, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a de bien aussi là-dedans, c'est qu'on peut construire son habitat de façon un peu originale, quoi, et vraiment à l'adapter à ses besoins, etc. quoi. Alors en fait, cette idée-là de coopération, à mon avis, c'est vraiment une idée clé. Hein, c'est qu'en fait, on fait de la robustesse par la coopération. Hein. Ça prend plus de temps, encore une fois, hein, c'est moins performant, on y va moins vite, c'est plus lent.
mais par contre c'est plus robuste. Alors je voudrais juste finir avec cette idée-là là, sur l'éducation. Et là je prends vraiment l'exemple de l'éducation nationale française, qui est un exemple typique de système qui veut être performant. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, aujourd'hui, là en 2022, là, si vous parlez aux profs, ils sont plus ou moins tous en burn-out. Les élèves sont aussi en burn-out. Donc tout le monde est dans la performance contre-productive. Là, les profs essayent d'ingurgiter des choses à fond et ça passe plus. Enfin, voilà, c'est un peu une catastrophe. Enfin, si vous parlez aux gens d'éducation nationale, c'est assez frappant. Donc c'est ça un petit peu le monde actuel qu'on est en train de quitter, là, de cette éducation qui est un petit peu toujours obnubilée par la compétition et la performance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut inventer ? C'est en fait une école de la coopération finalement et de la robustesse des savoirs. Alors comment on fait ça, quoi ? La question c'est comment on fait un système éducatif qui promeut les valeurs de coopération, de robustesse. En fait, il ne faut pas aller chercher trop loin. Il y avait des expérimentations qui avaient été faites au XVIIIe siècle en Italie et puis aussi en France en 1747 qui s'appelait l'école mutuelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est en fait à cette époque-là, donc c'était en 1747. Je ne sais pas trop pourquoi, mais à cette époque-là, on s'est dit il faudrait quand même que les élèves pauvres puissent être éduqués un petit peu. Bon, par contre, on ne va pas leur donner des profs, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Donc on leur donne juste des bouquins et puis ils se débrouillent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants qui ne savaient pas lire au départ, en fait, ils ont trouvé les moyens pour avoir des informations à droite à gauche, et surtout les premiers enfants qui comprenaient quelque chose apprenaient ce qu'ils avaient appris aux autres élèves. Donc c'est pour ça que c'est de l'école mutuelle, quoi. C'est une école très horizontale. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ces écoles-là, elles ont avancé 2 fois plus vite que les écoles avec profs. C'était des écoles qui marchaient super bien. Et donc c'est encore une fois, parce qu'en fait, c'est tout simple en fait. Si vous cherchez vous-même le savoir, vous allez le savoir pour la vie, quoi. Ça, c'est de la pédagogie active. C'est le secret de la pédagogie active, c'est si vous cherchez vous-même le savoir, ça va rester dans votre mémoire pour la vie, quoi. Donc c'est robustesse des savoirs, et ça ne marche que si les élèves coopèrent les uns avec les autres. Donc c'est une école de la coopération et de la robustesse des savoirs. Donc en 1747, ça a tellement bien marché qu'on l'a tout de suite arrêté en France. Parce que là, ça a désacralisé le savoir, c'était impossible que le prof descende de son piédestal, donc du coup, on a tout de suite arrêté ça. Donc en fait, là, aujourd'hui, dans les cercles de l'innovation pédagogique, on commence à se dire qu'il faudra peut-être rééquilibrer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, travail en équipe, des choses comme ça, peut stimuler la coopération, robustesse des savoirs, et donc en fait rééquilibrer un petit peu cette histoire d'équilibre entre performance et robustesse. Alors je vais conclure, j'étais un petit peu plus long que prévu, avec 4 bascules des temps qui dépassent l'Anthropocène, on va dire. Donc jusqu'à présent, ça c'est la première bascule temps et matière. Jusqu'à présent, on utilisait de la matière pour gagner du temps. Donc ça, c'est le monde de la performance. Donc voilà, brûler du kérosène pour prendre l'avion, utiliser des métaux rares pour faire la 5G, comme je disais tout à l'heure. Et on est en train de basculer vers l'inverse, utiliser le temps pour préserver la matière. Donc ça, c'est la bioéconomie. Donc c'est ce que je vous racontais sur les batteries en lignine, tout ce qui est biosourcé, toute la bioéconomie, c'est ça. Ça prend plus de temps, mais par contre, ça préserve la matière. Donc c'est un stock de ressources constant. Deuxième bascule, c'est l'alimentation. Avant donc, l'époque de l'agriculture intensive, c'est exploiter les écosystèmes pour augmenter la production. Donc c'était ça, finalement, la révolution verte, post-Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est en train de s'arrêter parce que ça devient toxique à tout point de vue. Et donc on est en train de basculer vers autre chose, qui est, encore une fois, l'inverse. On se pose la question de comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça veut dire que sur 1 mètre carré de parcelle, vous produisez des aliments, mais vous produisez aussi un sol qui est capable de filtrer l'eau, vous produisez plus que des aliments, des insectes auxiliaires, vous produisez une hygrométrie, enfin plein d'autres valeurs, quoi, des tas de services écosystémiques. Donc c'est pour ça que mon discours n'est pas du tout de l'agribashing, au contraire, c'est les agriculteurs, c'est les paysans qui vont sauver la cause. C'est le premier levier pour la crise environnementale. Donc ça, c'est une bascule assez importante. Une troisième bascule, c'est cette histoire de croissance et de décroissance. Donc la croissance économique, c'est souvent associé à la performance, évidemment, et surtout à cette idée d'abondance. Donc la croissance économique, c'est l'abondance. Est-ce que c'est vrai ça ? En fait, comme vous avez vu avec les frontières planétaires et le Club de Rome, c'est plutôt la croissance économique qui construit la pénurie, puisque ça épuise, on déstocke nos mines, on déstocke nos ressources, donc ça construit la pénurie. Et c'est même un cran plus loin, c'est-à-dire que pour qu'il y ait croissance économique, il faut souvent que les objets, les produits soient rares. Donc la croissance se construit aussi sur la pénurie. Donc la croissance, c'est la pénurie.
on est en train de basculer vers une société, alors peut-être de la décroissance, mais en version revisitée. Moi, je préfère appeler ça une société sobre, mais qui est basée vraiment sur la vraie abondance. Et notre seule abondance, c'est l'abondance des interactions. Et c'est typiquement ce que je vous racontais tout à l'heure avec l'hétérogénéité des partenaires. C'est là qu'il y a le puits d'abondance. Parce que ça, c'est sans fin. C'est un infini, ça. On peut taper dedans sans fin. Il y aura toujours des ressources de ce côté-là. Et avec ça, on peut créer de la valeur à stock de ressources constant. Et la dernière bascule, c'est ce que je vous ai raconté un peu de façon massive et de façon répétée, c'est qu'on est en train de basculer de la performance à la robustesse. Et ça, à mon avis, c'est très réjouissant. Et c'est un peu le message que je voudrais donner notamment aux étudiants, parce que souvent, quand on fait un bilan de la crise environnementale, le message, c'est un petit peu, on vous laisse une planète dans un état pitoyable, on est vraiment désolé. Alors c'est vrai, je ne vais pas dire qu'on n'est pas désolé, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que vous êtes la première génération qui aura la légitimité et le pouvoir pour changer les choses. C'est jamais arrivé ça, d'avoir une génération mondiale, c'est dans tous les pays du monde. Vous êtes la première génération qui va pouvoir changer les choses. Et en fait, vu que ça va fluctuer, encore une fois, ça va être le logiciel robuste qui va venir tout de suite. Et donc en fait, si vous prenez ce tournant-là, vous avez les cartes en main, quoi, très clairement. Alors, je conclus vraiment. Donc, si vous voulez creuser cette histoire-là, j'ai écrit un bouquin qui est sorti il y a 2-3 mois chez Odile Jacob, La troisième voie du vivant. Donc, c'est à la fois des exemples dans la biologie et puis dans les systèmes sociaux. Mais sinon, vous pouvez me trouver facilement sur YouTube. Je n'ai pas non plus enregistré tant de cours que ça. Mais donc, voilà, Karim a vu quelques-uns. Mais c'est sur YouTube. C'est à chaque fois avec un thème. Et c'est un peu toujours ce même disque de la robustesse versus la performance. Et puis, sinon, vous pouvez faire un tour sur l'Institut Michel Serres. Il y a quelques ressources qui peuvent vous intéresser. Donc, je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de votre écoute. Bien, Olivier, merci infiniment. Ça va être compliqué de résumer ce que tu as dit, mis à part le fait que je pense que tu nous as bien décapé dans un premier temps. Je pense qu'on était un peu tous... alors on sait effectivement vaguement ce qui se passe, mais je trouve que voilà, ton regard de scientifique, ces courbes complètement convergentes comme ça, nous ont un peu donné le tournis. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme tu le dis, il y a déjà voilà, on est finalement bien des êtres vivants et on est des collectifs vivants, puisqu'on est en train de nous adapter sans qu'on le sache. Effectivement, on s'enferme dans ce modèle, ce ping-pong de développement durable et décroissance. Mais effectivement, cette troisième voie, elle est en train de s'installer un peu naturellement, c'est ce que tu es en train de dire. Et du coup, je comprends ta démarche de rencontrer les étudiants, d'expliquer ce que c'est que la robustesse, essayer d'initier un mouvement qui effectivement est mondial, parce que souvent dans ce type de conférence, on se dit « Ah oui, mais l'Algérie, nous, on est… » Et en fait, tu parlais par exemple d'architecture de terre. L'architecture de terre, il suffit d'aller à Timimoun pour voir ça. Effectivement, c'est en train de se développer. Et c'est un concept qui existe depuis de nombreuses années. Il y a ces formations dont tu parles, voilà. Et effectivement, moi, le concept de robustesse aussi, ça m'a fait aussi rappeler et moi, j'avais aussi réfléchi en termes de gouvernance d'entreprise sur ce sujet, mais c'est aussi des concepts qu'on connaît encore dans des pays comme l'Algérie, parce que ça renvoie un peu à la manière dont on vivait, dont on continue à vivre dans certaines contrées du pays, la manière dont effectivement, dont on essaye d'être robuste parce qu'on n'a pas toujours les moyens. On n'est pas vraiment dans une société d'abondance dans beaucoup de couches de la société. On essaye de mettre en place ce type de stratégie où effectivement la survie en fait va faire que tu vas essayer d'être robuste et non pas performant. Donc du coup, je pense que c'est aussi ce que tu nous montres aussi, c'est de dire c'est pas la peine de courir après des modèles qui sont déjà morts. Donc, ça sert à rien de fantasmer dessus. Et finalement, les solutions, elles se trouvent dans notre propre adaptabilité, puis peut-être aussi dans notre passé, où voilà, le concept de performance n'était pas si présent, puisqu'il est souvent allié à la modernité. Donc merci infiniment. Et j'ai hâte que demain, on passe plus de temps sur le sujet. Je sais que vous êtes très jaloux, mais ce n'est pas grave. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, j'en profite, Karim, je voulais vraiment vous remercier, ainsi qu'à l'équipe, parce que dans l'idée de l'APM, moi, ce qui m'avait séduit, et je le dis parce qu'il y a probablement des dirigeants autour de dans cette assemblée, des futurs, puisqu'il y a des jeunes étudiants, mais c'est vrai que je crois que la leçon numéro 1, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter d'être curieux, de s'ouvrir au monde, de se former, peu importe ce qu'on fait,
Mais cette curiosité au monde qui nous entoure, elle évolue, peu importe la discipline, est fondamentale pour essayer de faire au mieux. Je pense que tout le monde a envie de faire les choses au mieux, mais on ne s'y prend pas toujours forcément, et l'ouverture sur les autres peut permettre d'aider. Voilà. Et donc, on m'a demandé de faire un peu le modérateur, donc je vais t'aider sur la partie questions. Donc je lance, il y a Shams aussi qui va servir, donc maintenant la parole est dans la salle. Je crois qu'il y a monsieur Shams qui est au milieu. Ah, quelle belle voix. Donc, quid ? Voilà. D'accord, alors je vais prendre des questions à l'envers. Sur la communication, en effet, je suis d'accord, hein, un téléphone portable, c'est 60 à 80% de la table périodique des éléments. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'éléments, la plupart des éléments connus sur Terre sont dans un smartphone. Donc c'est impossible à recycler. Les Américains, chaque jour, jettent 350 000 téléphones portables. Donc oui, c'est une pollution énorme et qui est recyclable. Donc en effet, les télécoms, les data centers, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, je suis d'accord, aujourd'hui, là, en 2022, on n'y est pas. Mais par contre, on peut imaginer du numérique et de la communication qui soient entièrement biosourcés. Alors, on n'y est pas encore. Là, je vous ai montré les batteries à base de lignine, mais c'est juste les batteries. Alors, je peux partager un projet qu'on a dans mon équipe. On a une thésarde là qui travaille sur un projet de métamatériaux biosourcés. Donc, je vais vous dire, le sujet est super simple. Vous prenez un oignon de supermarché. Quand vous ouvrez votre oignon, il y a ce petit film là qu'on voit là. Donc ça, c'est une monocouche cellulaire. Vous mettez ça dans un microscope qui a des propriétés un peu particulières et vous vous rendez compte en fait que ce film d'oignon a des propriétés phononiques. Ça veut dire qu'en fait, il absorbe toutes les ondes acoustiques sauf certaines. Et bien ça, dans votre smartphone, il y a des métaux rares qui font ça. Et du coup, l'idée, c'est de la recherche très en amont. Mais ça serait de remplacer certains des métaux rares par des nanostructures, des microstructures végétales, typiquement. Donc on va y arriver. C'est juste que le numérique, hein, sa conception actuelle est très maladroite. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais par contre, le stockage des données, par exemple, on peut stocker toutes les données du monde. Si on les stocke dans l'ADN, c'est 1 kilo. Toutes les données du monde, hein, 1 kilo. Hein, et c'est du stockage froid. Hein. Donc en fait, il y a plein de solutions biosourcées. Donc sur la communication, je ne serais pas trop inquiet. C'est juste qu'il faut que ça se passe assez vite. C'est plus mon inquiétude, c'est sur le temps pour que ça se fasse. Mais on va y arriver, quoi. À terme, on va y arriver. Alors la finance, là par contre, je suis d'accord. C'est le point de blocage le plus important. Je suis tout à fait d'accord parce que là, il y a un logiciel qui n'est pas du tout aligné là-dessus. Alors il y a quand même d'autres choses qui peuvent arriver. Si je pense par exemple, l'idée générale, hein, c'est que pour que ça soit robuste, la finance, enfin en tout cas l'accompagnement financier, il faut que ce soit très décentralisé. C'est encore une fois du vivant, très modulaire, très local, très circuit court. Alors il y a une façon de faire, hein, c'est les fameuses monnaies locales, par exemple. Donc là où on est sûr d'avoir quelque chose de très local. Mais par contre c'est beaucoup petit, hein, c'est beaucoup plus petit, quoi. On va pas être à Wall Street avec ça. Hein. Mais c'est un premier engagement. Et sinon, une autre solution, c'est de certaines boîtes en fait, qui arrivent à sortir de leur dépendance à la finance. En fait, alors je vais prendre un exemple peut-être un petit peu caricatural, mais par exemple, une boîte qui est en Bretagne, qui s'appelle Corsair et qui fait du nettoyage industriel. Donc, c'est une boîte qui est hyper concurrencée. Hein. Le nettoyage industriel, c'est des métiers difficiles, c'est difficile de recruter du monde. Il y a beaucoup de monde sur le secteur, donc voilà. Donc, financièrement, ça peut être difficile. Corsair, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé d'abandonner les objectifs commerciaux.
Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un peu comme dans Buurtzorg, les employés qui vont nettoyer sur un site, ils peuvent passer une semaine pour nettoyer un site. S'il faut passer une semaine, ils passeront la semaine. Alors ça coûte de l'argent au départ. Donc au début, ça coûte de l'argent de passer vers la robustesse. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, ils ont une attractivité énorme parce qu'on sait qu'eux, ils font très bien le travail. Et du coup, maintenant, ils sont dans une position où ils peuvent virer des clients. Donc en fait, ils sont financièrement autonomes. Alors, je ne suis pas dans la titrisation, je suis loin de... Parce que dès que ça devient la bourse, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, je suis d'accord. Et là, je n'ai pas vraiment de solution. Mais pour des solutions plus locales, on va dire, c'est possible. On peut y arriver, quoi. Et donc là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les employés en fait, sont fiers de leur boîte, ils travaillent bien, c'est attractif. Du coup, le carnet de commandes, il est plein, il y a un sentiment d'appartenance, alors que c'est du nettoyage industriel, donc c'est pas non plus... On leur donne des boulots plus intéressants aussi, etc., quoi. Donc, mais je suis d'accord, c'est un petit... voilà, avec une part d'autogestion, ouais, en effet. Mais je suis d'accord, c'est un point noir. La finance, en fait, ce sera, à mon avis, le dernier levier qui va être à lever, quoi. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ouais. Ah, pardon, je l'avais pas vu. D'accord. Donc, je vous remercie pour cette conférence de qualité, un peu choquante, mais dans le sens positif. Maintenant, vous dites que la notion de robustesse peut remplacer ou doit remplacer la notion de performance. Et auparavant, quand on parlait, et même maintenant, actuellement, quand on parle de performance, on parle toujours des indicateurs de performance. Comme elle est liée étroitement aux objectifs commerciaux, donc on doit la mesurer, on doit la contrôler. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on commence à planifier de la robustesse à la place de la performance, on parle aussi d'indicateurs ou des indicateurs de robustesse? Voilà. Oui, alors c'est vrai que ça peut poser question. Alors en fait, juste quand même pour nuancer un petit peu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer du 100% performance à du 100% robustesse. C'est plutôt un nouvel équilibre à trouver. Aujourd'hui, on met, à mon avis, trop de poids sur la performance et pas assez sur la robustesse. C'est plutôt un équilibre à trouver, quoi. Donc peut-être garder un peu de performance, comme je vous disais, mais quand même mettre plus d'accent sur la robustesse. Alors des indicateurs de robustesse, en fait, il y en a. Alors nous, à l'Institut Michel Serres, il y a un concept qu'on aime bien mettre en avant, c'est le concept de santé commune. La santé commune, c'est la santé des individus qui dépend de la santé sociale, et la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. Donc en fait, c'est un peu une hiérarchisation de se dire, voilà, si on est en bonne santé, au sens de l'OMS, la santé, c'est bien-être mental, social et physique. C'est ça, la santé. Donc c'est pas que l'absence de maladie. Donc si on est en bonne santé, là, l'intérêt de passer par la santé, c'est qu'il y a des indicateurs de santé. Et donc si on utilise des indicateurs de santé, d'un seul coup, on peut transformer ça en indicateur de robustesse. Donc en fait, le bien-être, c'est un indicateur de robustesse. En fait, si on ne fait pas de burn-out, par exemple, c'est probablement qu'on est dans un environnement robuste. Alors la santé humaine, donc en fait, c'est la santé vraiment mentale, des indicateurs de santé vraiment chez le médecin. Voilà, exactement. Donc c'est exactement, c'est des choses comme ça, mais qu'on raccorde. Il faut vraiment les trois strates. C'est-à-dire que la santé individuelle qu'on mesure chez le médecin, elle dépend de la santé sociale, donc des systèmes sociaux, de comment la société fonctionne, est-ce qu'il y a de la coopération, est-ce qu'on connaît ses voisins, etc. Et elle aussi dépend de la santé des milieux naturels. Donc typiquement, notre alimentation, si les sols sont pollués, c'est pas la peine d'essayer de manger des vitamines en plus pour compenser ça. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème des sols, on ne va pas régler notre problème de santé, quoi. Et du coup, ce serait plutôt l'indicateur de santé que j'aurais... Mais en effet, c'est des indicateurs, mais qui sont au moins... Alors, l'intérêt d'un indicateur de santé, c'est qu'il est forcément multiforme, pluriel, et donc il est moins sujet à la loi de Goodhart. Le problème de la loi de Goodhart, c'est des performances qui sont ciblées sur des indicateurs très petits, quoi. C'est le saut en hauteur, une hauteur, un nombre de mètres, voilà. Ça, c'est du Goodhart. La santé, c'est trop multiforme, du coup, Goodhart fonctionne beaucoup moins bien, quoi. Et du coup, c'est mieux pour nous. Voilà ce que je peux dire sur... Donc, nous prenons le suivant. Bonjour, merci. Sur la partie, les courbes qu'on a vues sur la partie accélération, moi je suis un industriel, je suis fabricant de machines.
presque 25 ans, deuxième génération. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi en 1950, il y a cette accélération. Est-ce que c'est à cause de la deuxième révolution industrielle, à cause de la naissance, parce que j'ai vu que vous n'avez pas parlé de la... Tout ça, c'est lié directement sur l'industrie. Parce que quand on parle aujourd'hui sur la partie fabrication des machines en partie robustesse, on consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et un autre problème de la santé. Merci. Alors, oui, merci pour la question. En effet, alors c'est vrai que ça peut poser question. 1950, pourquoi 1950 ? Alors il y a plusieurs pistes de recherche là-dessus, mais il y a un point clé, c'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas même on peut dire la Première et la Seconde Guerre mondiale ensemble. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les guerres, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de vie humaine, etc. Mais c'est aussi, et peut-être même surtout, des moments de gains de performance énormes. Pendant la Première Guerre mondiale, les rendements des moteurs sont multipliés par 4 en 4 ans. Hein. C'est du jamais vu en temps de paix, ça. En fait, et donc c'est pareil dans la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de choses, des gains de performance énormes. Pendant les guerres, en fait, on fait des sauts de performance énormes, et quand la paix revient, on reste au même niveau de performance. Donc aujourd'hui, on est dans une économie de guerre. Hein. C'est peut-être pas aussi évident, mais en fait, le truc classique, c'est de regarder les objets modernes qui vous entourent. La plupart des objets modernes qui vous entourent sont des objets militaires devenus commerciaux. L'avion, la centrale nucléaire, les engrais, Beyrouth là, qui a explosé il n'y a pas très longtemps, le nitrate d'ammonium, c'est des engrais, mais non, en fait, le nitrate d'ammonium, c'est un explosif qu'on a conçu, c'est Haber qui a conçu ça, Première Guerre mondiale, et c'est seulement après qu'on s'est dit, ah oui, c'est aussi des engrais. Donc en fait, donc la guerre, pour moi, c'est le facteur principal qui explique ce décollage en 1950. Vous pouvez penser aussi à l'ordinateur. Hein. L'ordinateur, c'est le projet Manhattan. Hein. C'est aussi un objet militaire. Internet, c'est un objet militaire. Vous voyez, en fait, donc en fait, ce moment de performance, il est vraiment ancré dans la guerre, quoi. Voilà, donc ça serait un éclairage. Après, il y a les technologies, la mondialisation, etc., hein, qui ont joué, mais c'est aussi le porte-conteneurs. Hein, les porte-conteneurs que vous voyez là dans le port d'Alger, c'est les porte-conteneurs. Le premier porte-conteneur, c'est McLean qui va voir le Pentagone pour alimenter l'armée américaine au Vietnam. Et puis au retour, il passe par le Japon, et du Japon, il importe aux États-Unis. Donc les premiers porte-conteneurs sont des porte-conteneurs militaires. Et c'est seulement après que c'est devenu Alibaba, Amazon et compagnie. Merci pour cette conférence intéressante et très riche. En venant ici, je ne pensais pas plonger dans mon métier aussi violemment. Je m'explique, ancien étudiant de l'ESA, et en même temps, accessoirement, je travaille pour un grand groupe céréalier international. Donc effectivement, le sujet des céréales est très intéressant. Je rejoins aussi certains avis, c'est qu'on est dans la performance. On est dans la performance, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le profit. Et les céréales sont dans le monde, effectivement, des marchés boursiers. Donc j'ai bien compris, pour sortir de cela, il faut mettre plusieurs variétés, mais en même temps, on va perdre aussi dans le rendement. Et étant en contact avec les agriculteurs français, certains abandonnent certaines cultures, par exemple le blé dur, parce que le rendement est inférieur et ils n'ont plus assez de profit. Donc je n'arrive pas à comprendre à quel moment nous pouvons sortir de ce modèle. Moi, j'ai ma petite idée, peut-être sortir le monde des céréales du monde boursier. Oui. Alors ça, c'est la Charte de la Havane. La Charte de la Havane, c'est un texte qui a été signé par 53 États en 1948. Donc c'est Roosevelt encore, hein, c'est une sorte de suite de Roosevelt. C'est à une époque où on sort de la guerre, un traumatisme, et on se dit il va falloir inventer des choses pour faire de la robustesse sociale. Donc c'est le moment où aussi on signe la Déclaration des droits de l'homme, hein, donc c'est un moment riche. La Charte de la Havane, c'est instituer l'exception agricole. Ça veut dire sortir certains aliments du marché. Les aliments de base, quoi, les sortir du marché. 53 États le signent, sauf qu'en 1948, la guerre froide commence à prendre un peu d'accélération aussi. Et puis le Congrès américain passe de l'autre côté, et du coup, c'est pas ratifié. Donc cette charte de la Havane, elle a donné en fait naissance au GATT et à l'OMC, qui fait plus ou moins le contraire de ce qu'elle devait faire au départ, quoi, de tout marchander, quoi, de tout marchandiser. Donc ça, c'est la première réponse. Après, sur les
sur le marché céréalier et les Français, en effet, là on est dans une période de hiatus. En fait, il y a la volonté de faire plus de gains. Et puis, ceux qui se posent des questions, qui commencent à arriver aux limites de leur système, se posent d'autres questions. Alors, je prends un autre chiffre qui illustre ça parfaitement, c'est qu'aujourd'hui, en France, l'agriculture française, d'un point de vue calorique, elle est déficitaire. C'est-à-dire que quand vous mettez 1 calorie dans l'agriculture française, vous en récupérez 0,7. Donc le bilan net de l'agriculture française, c'est de brûler du pétrole. En 1929, quand vous mettiez 1 calorie dans l'agriculture française, vous en récupériez 3. Donc là, il y avait un bénéfice. Donc le jour où le pétrole sera cher, ce qui commence à venir, et qu'il y en aura de moins en moins, on va basculer vers ce que je vous ai raconté en fait. C'est qu'aujourd'hui, les hauts rendements avec des monocultures, avec les meilleures variétés, ça ne marche que parce qu'il y a du pétrole. Le jour où il n'y a plus de pétrole, on va passer au mélange variétaux, qui est finalement assez... Mais du coup, par contre, il y a un coup à jouer pour les grands semenciers, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut aussi du coup augmenter sa biodiversité cultivée. On a perdu en biodiversité cultivée de façon énorme. En un siècle, on a perdu 75% de la biodiversité cultivée. Donc nos plantes domestiquées aussi sont menacées de disparition, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc du coup là il y a un sacré coup à jouer, surtout sachant qu'on a des données scientifiques. À l'époque, avant 1950, c'était un peu on fait ça un peu comme ça, comme ci comme ça quoi. Là maintenant, voilà, c'est très bien établi, on sait quoi faire. Il y a des nouvelles variétés, etc. Donc c'est un petit peu ça que je dirais sur le sujet des céréales. Merci beaucoup Olivier pour cette conférence, cette belle conférence. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai écouté les questions. Bon, c'est un peu une intervention et une question, parce que j'ai aimé aussi la réaction de l'apprenante qui est en EMBA 16. Donc, c'est en contradiction un peu avec ce qui est enseigné, parce que ça parle KPI, ça parle performance, ça parle optimisation, ce qui est tout à fait normal. Et justement, l'objectif de l'ESA à travers des conférences, c'est d'interroger les modèles. Et donc, il y a quelques mois également, nous avions eu l'idée d'inviter un Algérien qui vivait en France, et là, s'il est décédé depuis, c'était Pierre Abhi. Mais Pierre Abhi, en plus d'être algérien, il se trouve qu'on connaît un peu son neveu, qui est à Knadsa aujourd'hui, et à travers ses écrits, la sobriété heureuse qu'il décrit, en fait, c'est juste ce que sa famille vit aujourd'hui. C'est-à-dire, à Knadsa, les gens sont dans une forme de robustesse plus que de performance. Et ça me ramène un peu au modèle, parce que tout à l'heure j'ai fait un petit statut sur Facebook, je l'ai montré à Samir, où parce que j'ai aimé c'est une opposition, c'est pas une contradiction entre performance et robustesse, mais en même temps, si on fait le parallèle, New York, c'est une ville très performante. J'ai visité un peu, c'est un peu très très performant. Si on compare par exemple à une région comme Tamantet, à tout hasard, ou Timimoun, comme Samir l'a cité tout à l'heure, c'est des villes, c'est avec de la terre, ça existe depuis 1000 ans, donc c'est robuste. Dans 1000 ans, je ne sais pas si New York existera toujours. Bon, je ne serai pas là pour le constater, mais j'ai quand même un doute parce que je crois vraiment que Tamantet ou Timimoun existeront toujours à condition de garder le même modèle, parce qu'ils sont en train de changer, de muter. Donc il y a des climatiseurs, mais à la base, en fait, c'est des villes, parce que j'ai aimé le slide où c'est écosystème. En fait, Service écosystémique. Service écosystémique. Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu, je l'ai même pris en photo, dans ce que vous décrivez, en fait, en bas, il y a la partie spirituelle. C'est des régions en fait qui sont bâties sur les Zaouïas, je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a c'est une organisation sociale avant tout, avant qu'elle soit religieuse ou autre, donc ça permet un peu de souder, d'accentuer les échanges. Et derrière, il y a comme des strates, y compris par exemple le rapport aux ressources. Donc il y a le système des Fougarat, c'est comment acheminer l'eau sur des dizaines de kilomètres, pas sur des centaines de mètres, sur des dizaines de kilomètres, pour le ramener au sous-sol, avec une technique qui existe depuis 1000 ans. Donc imaginez un peu l'effort qu'il y a derrière. Et donc, et en même temps, il y a de la verdure au milieu de nulle part, donc c'est des oasis. Et en fait, ça leur a permis un peu d'être rampés quelque part entre eux avec le système qui les entoure. Donc, ils ont créé quelque part quelque chose de très intéressant. Et quand j'ai vu le village scandinave, en fait, c'est rien par rapport à ce qui existe. Et
Je vous invite vraiment à visiter cette superbe région. Merci. Merci, merci de la suggestion. En effet, alors, je suis complètement aligné avec ça. En fait, alors je vous conseille une lecture, c'est qui prend un peu du recul par rapport à tout ça. C'est Stefano Boni. Le titre, c'est Homo Confort. Homo Confort. Donc voilà. Et il oppose la période hypotechnologique et la période hyper-technologique. Et en gros, la période hyper-technologique, c'est depuis la révolution industrielle, quoi, et voire même depuis 1950, un petit peu comme mes courbes là. Et donc, dans ce que vous décriviez, c'est plutôt de l'hypotechnologie, donc c'est pas du tout atechnologique, au contraire, c'est des super technologies, et c'est des technologies ou des techniques qui sont très durables et qui sont robustes, en effet. Et ça, on va y revenir. Enfin, moi, je suis convaincu qu'on va y revenir parce que c'est, en tout cas, on va l'appuyer dessus de plus en plus, parce que c'est des savoirs on sait faire. Il y a la preuve de principe. Et ça marche vraiment, quoi. Donc c'est super d'avoir cet exemple. Et puis alors, je pensais à autre chose et maintenant j'ai perdu mon idée. Sur la... Oui, j'ai perdu mon idée maintenant. Je ne sais plus. Ils sont en train de détruire. Et oui, c'est ça, c'est le... Ouais, alors c'est ça le risque. En fait, faudrait quand même pas. Ouais, c'est ça, faut préserver au maximum. En fait, mon discours n'est pas du tout technophobe. Hein. Au contraire, c'est technophile dans le sens où on a un effondrement de la biodiversité. Il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité un effondrement de la technodiversité. Il faut absolument tout garder, tous les savoir-faire. Et tous ces savoir-faire hypotechnologiques, comme dirait Stefano Boni, c'est ceux-là qui sont vraiment robustes. Ils ont fait leurs preuves. En fait, un exemple clair, c'est le 1800. Avant 1800, tous les humains en fait, fonctionnaient à l'énergie solaire. Alors, c'est bien parce que le soleil arrive. Donc la biomasse, c'est du soleil. Le vent, c'est du soleil. L'hydrique, l'eau, les moulins à eau, tout ça, le cycle de l'eau, c'est du soleil. Donc tout ça, ça fonctionne à l'énergie de flux. Et depuis 1800, on est passé à une énergie de stock. Et donc ça veut dire que toutes ces hyper-technologies qu'on a depuis 1800, ça marche que parce qu'on déstocke. Donc c'est pas durable, c'est pas durable. Donc on va revenir à des technologies, des hypotechnologies qui sont plutôt des énergies de flux. Et donc c'est celle-là, quoi, où en fait c'est complètement renouvelable, circulaire. Donc ouais, c'est un très bel exemple. Merci. Salam alaikum. J'ai 3 petites choses à dire. Primo, je remercie vivement ce grand gentleman qui est M. Kiared pour l'invitation. Et deuxième des choses, je vous remercie vivement pour cette conférence. Et vous avez parlé tout à l'heure de points de bifurcation. Eh bien, je ne sais pas si ça fait partie de vos objectifs concernant ces conférences-là, mais situé pour moi, au moins pour moi, je ne sais pas pour les autres, un point de bifurcation. Parce que ça a changé et ça va changer beaucoup de choses, même dans mes réflexions. Et je vous remercie vivement pour ça. Troisième des choses, il se trouve que vous avez répondu, j'avais une équation. Nous sommes une start-up spécialisée dans les techniques de la 3D. Et là, nous avons fait une application. Cette application-là, je ne fais pas de pub, mais c'est une application qui est destinée pour les élèves. Elle est basée sur la technique de la réalité augmentée pour expliquer les phénomènes. Parce que maintenant, ils ne font plus de travaux pratiques et ils ne font plus de labos. Donc, c'est une recherche de performance. Et on n'a pas eu de succès avec les élèves parce que les parents d'élèves, ils cherchent la performance. Mais ce qu'on a constaté, on a assisté à une foire, il y avait les étudiants de médecine, quand ils ont vu l'application, ils nous ont dit pourquoi on ne l'a pas eu avant. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que pour être étudiant en médecine, il faut être performant. Et là, j'ai constaté que même cette performance-là, ils ont constaté qu'elle est fragile. Parce qu'ils ont eu des notes extraordinaires pour accéder à cette université, mais ils ont laissé derrière la compréhension des phénomènes. Et cette course-là, vers la performance, je dirais qu'elle peut être fragile, et dans plusieurs domaines. Donc, j'avais ce genre de questions, et là, avec cette conférence-là, je vois mieux la chose et j'explique mieux la chose. En tous les cas, je vous remercie vivement. Merci beaucoup, merci.
Ça me touche aussi. Super. Mais je suis d'accord avec la bifurcation, la double bifurcation en effet. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Et c'est intéressant quand c'est les élèves qui eux-mêmes font changer les choses. Bon, je triche, en plus Shems m'en veut un peu, mais je vais vite piquer le truc. J'avais juste une question qui me taraude depuis le début. Tu ne parles pas du tout des organismes génétiquement modifiés. Donc, quelle place ça a dans tout ça? Là aussi, on a des discours, on comprend très bien. Donc, à ton avis, c'est quoi la place? C'est quoi les dangers? C'est quoi peut-être les opportunités? Voilà, alors moi j'ai un discours assez modéré sur le sujet. Donc les organismes génétiquement modifiés, donc on parle souvent des plantes. Hein. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, des bactéries, des levures, etc., des animaux, des humains même. Hein, donc, mais bon, on va dire les plantes pour que ce soit clair. Alors il y a plusieurs choses. Donc les pros OGM vont dire quand on fait des OGM, on augmente les rendements, on adapte, on fait même des résistances aux maladies, etc. Donc c'est super. Alors il faut bien comprendre que c'est encore une fois de l'optimisation qui va fragiliser et surtout qui va dépendre d'une technocratie lointaine. S'il faut ressemer ces grains, etc., c'est pas très robuste parce que le citoyen qui est dans un état défaillant, qui est dans un état en guerre, il n'a plus d'accès à des semences qu'il peut ressemer lui-même. Donc c'est pas robuste. Alors ça c'est pour le discours un petit peu anti-OGM sur le côté, mais purement économique. Sur le plan biologique, le discours anti-OGM est parfois assez mal fondé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent un discours anthropocentré où on se dit oui, mais nous, on ne change pas nos gènes comme ça, nos gènes ne sautent pas trop comme ça d'un organisme à l'autre. Alors chez les plantes, c'est très naturel ça. C'est qu'en fait, c'est un discours animalo-centré presque. C'est qu'en fait, les gènes se baladent beaucoup. Et chez les plantes, plus qu'ailleurs. Donc du coup, c'est pas non naturel d'avoir des OGM, et même, je vais pousser le bouchon un cran plus loin, tout ce qu'on trouve dans le supermarché, c'est que des mutants. Si vous prenez une tomate naturelle, hein, c'est grand comme ça. Hein. Une aubergine naturelle, c'est grand comme ça. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est depuis des milliers d'années qu'on a domestiqué, qu'on a mis des mutations, qu'il y a eu des gènes qui se sont baladés, etc. Et du coup, d'un point de vue biologique, pour moi, c'est pas un problème. Enfin, après, il ne faut pas que ce soit n'importe quel transgène. Hein. Si c'est des transgènes qui produisent des toxines, etc., bon, là évidemment, ça dépasse... c'est nul, quoi. Mais voilà, donc ce serait mon discours, c'est d'un point de vue biologique, je pense qu'il n'y a pas tellement de soucis, en tout cas si c'est bien fait. Le souci, il est économique et financier. Bonjour. Une question. Bonjour, je suis Lydia Genati, donc enseignante-chercheur ici à l'ESA. Je vous remercie beaucoup d'abord pour cette présentation, c'était très riche et stimulant. Parce qu'en fait, je m'intéresse particulièrement à ces questions puisque j'ai travaillé dans le cadre de ma recherche doctorale sur la formation des ingénieurs face au développement durable et aux enjeux environnementaux. Donc, comment améliorer la formation des ingénieurs? Bon, ils sont vus en général comme initiateurs de progrès, innovateurs, etc. Mais ils ont aussi détruit un peu l'environnement donc avec les désordres, etc., leur création. Ici, à l'ESA aussi, on essaie d'intégrer ces dimensions dans les programmes et les activités, aussi dans nos pratiques. Donc, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, à votre avis, comment pourrait-on sensibiliser nos étudiants, ou tout le monde, disons, sur l'importance plutôt de ces questions, donc robustesse et coopération, donc comment... c'est-à-dire pour aller vers la robustesse et la coopération au lieu de la performance et compétition. Je vous remercie encore une fois. Merci. Alors j'ai une suggestion, ça pourrait être de faire un serious game, c'est-à-dire le meilleur test pour savoir si la solution qu'on a développée est robuste, c'est un test de robustesse. Et donc le test de robustesse ultime, c'est d'avoir un État défaillant, voire une collectivité défaillante, une épidémie, ou une guerre. Donc ça, on peut le faire sous forme de jeu, c'est pas pour dramatiser, mais ça c'est le test de robustesse ultime. Et là vous vous posez la question, est-ce que mes technologies, mes techniques, mes savoir-faire, est-ce qu'ils sont robustes? Et donc il faut tout prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que les citoyens sont capables, le technicien qui vient une fois par mois pour faire la maintenance de la machine, etc., il vient plus. Donc est-ce que les citoyens sont capables de le faire eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont capables de trouver les pièces pour réparer la machine localement? Est-ce qu'ils sont capables de la refabriquer eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont capables de faire leur agriculture eux-mêmes, d'avoir de l'eau potable locale? Donc en fait, le test de robustesse, ça peut être sous forme de jeu, et ça permet tout de suite de filtrer. On saura si c'est performant ou si c'est robuste. Donc ça peut être une suggestion.
Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention très enrichissante et qui personnellement nourrit ma réflexion. Et du coup, la question qui va suivre est, on va dire, motivée par deux constats principaux. Je commencerai par parler du GIEC qui nous dit qu'on n'a plus que 3 ans avant de rattraper le coup, c'est pour dire ça simplement. Et la deuxième chose, pour faire le parallèle avec le monde du management, où on parle beaucoup de conduite du changement. Parce que l'homme est par nature hermétique au changement, ce qui m'amène à relever le facteur temps. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas enregistrer une dernière fois un pic de performance avant d'atteindre cette robustesse? Parce que là, clairement, le temps joue contre nous. Voilà. Alors, oui, merci. En effet, donc le GIEC est assez alarmiste. Ça fait déjà 3 rapports, qui disent un peu toujours la même chose, cela dit. Ça évolue, mais voilà, on arrive un peu plus près du mur. Bon, il y a un sujet sur le GIEC, mais je vais passer sur. Mais en effet, alors sur le temps disponible, en fait, il y a un proverbe qui dit si vous n'avez pas assez de temps, faites un détour. C'est un petit peu ça l'idée, à mon avis. C'est que le problème de se dire on n'a pas assez de temps, ce qui est vrai, il y a une urgence. Souvent, quand on se dit ça, ce qui vient tout de suite, c'est des solutions, des techniques plus efficientes. On va essayer d'économiser nos matériaux, notre énergie. Et donc, ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà, c'est l'effet rebond. Si je prends un exemple typique, c'est le palmier à huile, par exemple. Le palmier à huile, ça a été pensé très dans l'esprit du GIEC, d'ailleurs, pour se dire, les biocarburants, ça émet moins de CO2. Donc, si on fait du palmier à huile, non seulement on va répondre à la pénurie de pétrole, mais en plus, on va faire des biocarburants qui émettent moins de CO2, et ça va empêcher la déforestation. Les palmiers à huile, ils ont été pensés pour empêcher la déforestation. Et en fait, ce qui s'est passé, effet rebond, ça a créé de nouveaux besoins, on a encore plus déforesté et on a émis encore plus de CO2. Donc du coup, ma réponse pour moi, c'est quand il y a urgence, il faut diversifier. Diversifier. En fait, c'est ce que font les êtres vivants. Un être vivant qui est dans un état de pénurie de ressources, il ne va pas essayer d'économiser les ressources, il va se diversifier génétiquement. Donc typiquement, si vous prenez un sol très riche, où il y a abondance de ressources, là, il n'y a quasiment pas de reproduction sexuée. C'est que des organismes qui se clonent, quoi. Et puis, vous mettez les mêmes organismes dans un sol qui est très pauvre, et là, il va basculer, ces animaux, ces petits décomposeurs-là, ils vont commencer à basculer vers de la reproduction sexuée. C'est qu'en fait, le sexe, donc le mélange des gènes et le brassage des gènes, il est induit par la pénurie des ressources. Donc en fait, quand il y a pénurie, quand il y a urgence, on se diversifie. Et en fait, ça répond pas complètement à la question, je ne sais pas exactement comment ça va basculer, mais en fait, le retour à des techniques anciennes, à tous les savoir-faire, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une façon de se diversifier. Donc c'est la technodiversité qui va répondre à l'urgence climatique et environnementale, pour moi. Donc on finit par 2 dernières questions. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je suis vraiment à mon aise parce que je viens du domaine de la biologie justement. Et j'avais une question concernant l'humain. Quand on parle de biologie et de performance, on dit souvent que l'humain est programmé, on va dire que le cerveau humain est programmé pour viser la performance et que quand on est performant, le cerveau envoie de la dopamine comme une récompense. Et je me suis dit, est-ce que cette prise de conscience pourra faire la balance avec cette programmation naturelle et avant qu'il soit trop tard? Merci. Alors en effet, oui, ça c'est le striatum qu'on a dans le cerveau, là, qui émet de la dopamine, qui récompense la performance. Alors en effet, on peut se dire qu'on est câblé pour performer, finalement, les humains. Alors en fait, je suis d'accord, de ce point de vue-là, c'est un point physiologique. La question, c'est qu'en fait, les humains ont réussi à être robustes par le passé. Les chasseurs-cueilleurs, ils avaient le même striatum, qui avait la même dopamine. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut peut-être changer d'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, notre performance, elle récompense une performance individuelle. Et si on pense à une récompense d'une performance collective, déjà, on va passer vers beaucoup plus de robustesse. Donc si on veut que notre communauté, ça se passe bien, qu'on veut du bien-être social, etc., là, d'un seul coup, on va récompenser quelque chose qui est beaucoup plus transversal, qui est beaucoup plus latéral. Donc ce serait mon message d'espoir, quoi. C'est-à-dire que si on bascule vraiment vers la coopération, notre striatum, il va toujours fonctionner, mais on va un petit peu sortir de l'individualisme qui est mortifère, finalement. Donc ça serait une solution, quoi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre conférence. C'est très intéressant de voir à quel point, au final,
à force de chercher à s'humaniser, on s'est déshumanisé, puisqu'on est beaucoup plus rentré dans le règne de, je ne vais pas dire de l'animal, mais de la nature, donc celui de la survie. J'avais plein de questions tout à l'heure, mais au final, je pense que je vais un petit peu rebondir sur plein de choses qui se sont dites. Je m'attendais à avoir un petit peu plus on va dire de diapos, si on va appeler ça comme ça, sur justement l'organisation professionnelle, de comment on allait pouvoir rééquilibrer tout ça pour ne plus chercher la performance. On a parlé de KPI, madame, vous aviez parlé de ça tout à l'heure. Ce que je vois là aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup plus rechercher l'équilibre, donc on va rechercher la constante et l'équilibre dans la performance, au lieu d'aller chercher la performance haute, donc pour aller vers le burn-out. On va aussi chercher de la transversalité pour pouvoir tous travailler ensemble. Et c'est là que je viens un petit peu à cette question qui me fait dire, est-ce qu'au final, on ne s'est pas toujours fait rattraper par nous-mêmes parce qu'on est en course contre nous-mêmes, contre le temps, contre la vie, contre la nature? Parce qu'on parlait d'ingénierie, tout à l'heure vous disiez aussi, madame, comment on pourrait apporter un peu plus d'humanité dans l'ingénierie. Moi je viens du monde du design industriel, un monde dans lequel on parle de co-création, dans lequel on parle de collaboration. Depuis très longtemps, en 2007 quand j'étais diplômé, on parlait déjà de développement durable, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on commence tout juste à découvrir ça. Et l'ingénierie, la définition que vous aviez donnée est très intéressante, puisque c'est une personne qui va concevoir quelque chose, donc des armes en temps de guerre. Concevoir en temps de guerre, c'est concevoir l'urgence. Et au final, aujourd'hui, on a passé notre temps à concevoir l'urgence. Le monde du design dans lequel je viens, qui est un peu un monde des bisounours par rapport à celui des ingénieurs, mais on n'a très souvent pas été pris au sérieux là-dessus. Et on nous a toujours plutôt appris à concevoir dans la longévité, donc à aller chercher la solution durable, la solution qui allait permettre de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, donc là je vais arriver un peu à une question qui est un peu très dure, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'au final, pour retrouver l'équilibre, à chaque fois on parle de ralentir, donc quelque part de réduire les communautés, parce qu'on aura des solutions qui seront beaucoup plus locales. Alors réduire la communauté, donc peut-être réduire le besoin et par conséquent oui, tout simplement le besoin, notre besoin à nous, donc être moins prétentieux dans nos besoins, ou alors est-ce qu'on n'est pas un peu trop nombreux et pour ralentir justement cette ère de l'anthropocène, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement être moins nombreux? Merci la Chine a pris ça. Oui, alors, en effet, alors, la question de la population, ça c'est un sujet explosif, un peu tabou d'ailleurs hein, dans le champ environnemental, mais en effet, hein, mais en fait on y vient, hein, la transition démographique elle est en train de se faire. Hein, si je prends un exemple, l'Égypte par exemple, en 90, il y avait 6 enfants par femme, en 2003 il n'y en avait plus que 2,4. Hein, donc en fait ça transitionne partout et donc on va y arriver. Mais par contre je voulais oui, alors, répondre sur parce que le côté design ça m'intéresse, parce qu'en fait il y a un point clé, si on veut aller vers la robustesse. C'est la question du sens. En fait, ce que vous dites, c'est la question du sens. Et comment on arrive au sens? Eh bien, il faut passer plus de temps sur les questions, les grandes questions. Il faut passer beaucoup plus de temps sur les grandes questions. Alors, ce qui est intéressant, et juste pour conclure, c'est qu'en fait, la démarche scientifique, celle qui alimente la performance, hein, donc en gros, ça se résume à c'est observation, raisonnement, conclusion. C'est ça, hein, la démarche cartésienne. Ouais. C'est très efficace, ça permet de conclure des tas de choses. Moi je suis scientifique, je peux vous dire que ça marche vraiment très bien, on produit de la connaissance, mais observation, raisonnement, conclusion, le mot question n'est pas dedans. Et donc ce qui se passe très souvent, c'est que on raisonne, on conclut, on raisonne, on conclut, on raisonne, on conclut des tas de trucs et on a complètement oublié la question de départ. Hein. C'est juste pour dire un petit peu, par exemple sur le GIEC. Le GIEC, pour moi, ça fait 3 rapports qui racontent la même chose et qui sont en train de préciser un scénario dont la principale conclusion, c'est qu'il est incertain. Donc à quoi ça sert de passer autant de temps à préciser de l'incertitude? Je pense que le temps de cerveau disponible du chercheur serait mieux adapté pour faire un GIEC de la robustesse, par exemple, pour filtrer les solutions, ça me paraîtrait plus pertinent. Alors ça, c'est la démarche scientifique. Comment on fait pour passer plus de temps sur les questions? Alors, je pense que ça va vous plaire parce que pour moi, c'est l'autre aspect, c'est la démarche artistique. La démarche artistique, c'est observation, raisonnement, question. C'est ce qu'on apprend dans les écoles des beaux-arts. Hein. Et du coup, voilà. donc, en fait, un artiste en moyenne, hein, voilà, c'est quelqu'un, c'est un citoyen, mais quelqu'un qui est sensible, qui voit le monde. Il y a quelque chose qui le choque, qui le perturbe.
l'artiste va commencer à faire des choses, alors ça peut être de la peinture, de ce que vous voulez, hein, et à force de faire, il va se dire ah oui en fait c'est ça mon obsession. Son obsession, ça sera sa question. En fait, un artiste qui a identifié une question, il s'arrête. Donc si vous allez dans les galeries d'art contemporain, dans les musées d'art contemporain, toutes les œuvres, ce sont des questions. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, la démarche artistique, c'est une solution pour passer plus de temps sur les questions. Et si vous, maintenant, vous hybridez démarche artistique et démarche scientifique, et bien là, vous avez un cocktail intéressant. Parce que du coup, la démarche artistique va obliger le scientifique à passer plus de temps sur les questions, à ne pas perdre ces questions. Et l'artiste, du coup, va être intégré dans les solutions qui vont être... en fait, le sens des solutions sera là, quoi. Donc, voilà, exactement. Donc, du coup, c'est exactement les arts appliqués. Donc, en fait, pour moi, c'est une des clés, quoi. Donc, en fait, je peux vous le dire de façon très simple, c'est que c'est l'art qui va permettre de corriger un petit peu ce biais de l'ingénierie très performante. L'art va nous remettre aux questions, quoi. Voilà. Ça nous ramène sur un autre sujet tellement intéressant, c'est la relation entre les origines, la genèse du management moderne et le nazisme. On en parlait tout à l'heure. Une forme de pureté, de janisme. C'est très intéressant et de l'importance de l'art, je ne cesserai de le dire à mes étudiants, parce que ça, le mettre au centre d'une école de commerce, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est... Et bien sûr, puisque nous sommes dans une recherche de robustesse, parce qu'il faut bien à un moment donné s'arrêter pour continuer à vivre, cette rencontre va s'achever déjà en vous remerciant, Olivier Hamon. Vraiment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements à Olivier qui nous a offert ce moment intéressant et cet échange avec une grande générosité et voilà, avec une clarté exceptionnelle. Je tiens à remercier aussi Samir Toumi, parce que c'est grâce à lui aussi que vous êtes là aujourd'hui. Et bien sûr à l'agence Zone avec qui nous travaillons, qui a couvert ce moment. Et vous retrouverez le lien dans quelques jours, peut-être quelques semaines sur YouTube. Vous pouvez revoir et partager ce moment. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voudrais juste rappeler que demain, nous allons avoir l'honneur de recevoir Pierre Audin, fils de Maurice Audin, torturé et exécuté il y a plus de 60 ans, dont le crime a été reconnu il y a quelques années. Il est en visite en Algérie dans le cadre des festivités du 60e anniversaire et nous sommes très heureux de l'accueillir ici, d'autant plus, encore une fois, que nous avions donné le nom de la promotion 2019. Nous l'avons baptisé Maurice Audin et à ce moment-là, c'était prévu que nous le recevions lui et le médaillé Fields, dont j'oublie le nom à chaque fois, Cédric Villani, et ils ont décliné pour des raisons d'agenda. Là, il sera là demain, Cédric Villani, il ne sera pas là, mais Pierre Audin Dahou Djarbal, qui est un historien des plus éminents, et Christophe Lafaille, qui va parler un peu d'un sujet un peu oublié, qui est l'utilisation des armes chimiques. Ça s'appelle la guerre des grottes, donc l'utilisation des armes chimiques durant la guerre d'Algérie. Merci beaucoup Olivier Hamon, merci à toutes et à tous, et à demain. Merci. Merci.